Bienvenue sur l'Alignement, le podcast qui aide les entrepreneurs à construire une vie et un business sur mesure en affirmant leur singularité. Je suis Boris Duda, coach, mentor et entrepreneur depuis 8 ans. J'accompagne les entrepreneurs et les indépendants ambitieux à se créer une vie riche, libre et alignée avec leurs valeurs à travers la voie de l'entrepreneuriat. Ce podcast s'adresse à toutes ceux et celles qui veulent créer leur propre modèle de réussite, de succès, exprimer leur plein potentiel et développer un business florissant. J'aborde dans ce podcast l'alignement, mon approche unique de l'entrepreneuriat comme voie d'expansion personnelle. J'aborde des stratégies marketing et un business impactantes et minimalistes centrées sur l'humain et notre personnalité. Et j'aborde aussi des approches mindset et santé originales pour aligner corps, cœur, esprit, le triptyque gagnant de l'épanouissement et du succès. Le tout au service de ta croissance personnelle et celle de ton business. Bienvenue sur l'alignement. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouvel épisode, avec un invité. C'est un épisode que j'ai enregistré il y a quelques mois et je suis très heureux de vous le partager aujourd'hui. Alors sur cet épisode, j'ai eu le plaisir immense d'accueillir Camille Thomas, qui est coach, expert du système nerveux et de l'anxiété. C'est vraiment une des références sur le sujet en France. Elle parle également beaucoup du trauma, sujet qui est vraiment en ce moment mis sur le devant de la scène, notamment aux États-Unis. Donc je suis très heureux de l'avoir aujourd'hui sur cet épisode. Dans cet épisode, on a parlé de son parcours du monde des startups vers le monde de l'accompagnement et du coaching, de pourquoi travailler le système nerveux et la relation corps-esprit quand on veut sortir du cercle infernal du stress chronique et de l'anxiété, de son choix décisif de se focaliser sur une seule cible après 1 an d'absence de positionnement clair. Et on a aussi parlé de comment elle est passée du coaching individuel à la création d'un programme d'accompagnement de groupe à succès. Et dernier point, on a parlé de sa vision du succès entrepreneurial, alliant alignement personnel, focus et engagement. Je vous souhaite un très bel épisode et je vous dis à très bientôt. Salut Camille, comment tu Salut vas? Boris, mon accueil, ça va bien? Et toi? Ouais, bah écoute, je suis super content de t'avoir sur l'alignement aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je suis un petit peu ton travail sur Instagram et ton podcast et j'avais vraiment envie de t'avoir sur l'alignement aujourd'hui. Merci, absolument, merci pour ton accueil. Je sais que tu as reçu plein d'entrepreneurs super aussi sur ce podcast. Faut encore que j'écoute certains épisodes, mais je suis vraiment ravie d'être ici. Yes. Et j'adore le nom. Le Ah nom est bah, amazing. tu sais, pour la petite histoire, quand je cherchais un nom pour le podcast, je suis pas très créatif généralement pour trouver des noms au programme, au nom d'épisode, au nom de marque. Et j'ai eu cette révélation en pleine nuit, dans un rêve, je me suis levé à 3 heures du matin et je me dis, ah, l'alignement. Et c'est venu comme ça, je me suis dit, bah, parfait. Et depuis, c'est vraiment, je suis très fier de ce nom, je me dis, tout le monde me le dit et je suis très content de ce nom. Yes, yes. Quand on est assez reposé, on en parlera avec le système nerveux. Il y a le flow créatif qui reprend. Moi, c'est en train de m'arriver en ce moment et c'est aussi ça. Ou ça m'empêche de dormir ou ça me réveille la nuit. Tu vois, j'ai des Ouais. idées genre brillantes. Et ça arrive tout seul. Et ça arrive tout seul. Écoute, Absolument. peut-être pour démarrer cet épisode, moi j'aime bien essayer de voir un petit peu avec tous mes invités qu'est-ce qui a amené la personne que j'ai en face de moi aujourd'hui. Alors du coup, je voulais savoir comment on arrive à être coach en système nerveux. Yes. C'est une super bonne question. Coach, c'est déjà un mauvais nom. Tu vois, tout le monde me dit, tu fais tout sauf du coaching. C'est juste que, tu vois, c'est un nom qui est pas, on va dire, réglementé ou tu vois, qu'on peut utiliser. Hmm, Donc, j'utilise ce nom-là. Mais voilà, je suis en fin de parcours de somatic experiencing. Je crois que quand j'aurai terminé, je dirais praticienne en somatic experiencing. J'en sais rien. Je ne ok. sais absolument pas comment me nommer, mais en tout cas, ce qui m'amène là, à travailler avec le système nerveux, ça. Moi, tu sais, j'ai toujours, ça remonte super super loin, même à quand j'avais 2 ans, parce que j'ai Ok. commencé à 1 an et demi, 2 ans à avoir de l'eczéma et de l'asthme. Tu vois, donc on est dans un podcast sur la respiration, sur l'entrepreneuriat. Je sais que voilà, donc tu sais, je trouve ça toujours un peu ironique quand j'y pense. Je me dis, j'ai une grande asthmatique. Maintenant, je fais du breathwork. Enfin, c'est très drôle. Mais ça a commencé vraiment comme ça, 1 an et demi, 2 ans. Ça a été le premier trauma aussi parce qu'on a dû donner le chat de la famille à cause de moi
parce que j'étais allergique aux chats, tu vois, le Ok. truc. Donc ma mère en pleurs, je m'en souviens, c'est un de mes premiers souvenirs, tu vois. Donc voilà, de plein d'allergies, tout le cocktail qui va avec, pollen, poussière, acariens, tout ce qu'on Ok. connaît, les chats, etc. Ça, j'ai vécu toute mon enfance avec ça, toute mon adolescence, l'université. À l'université, ça a vraiment atteint des pics, tu vois, au niveau de Hmm. l'eczéma, notamment. J'étais pleine, pleine partout. Euh, à ce moment-là, je m'étais plutôt résolue à vivre avec ça. Tu vois, il y Ok. a une part de moi qui m'envoyait plutôt dans une sorte d'effondrement, de résignation, en mode bon bah voilà, maintenant c'est ta vie. Et je me souviens je me disais ça, j'ai une santé de merde. Tu vois, je me souviens, je me disais ça, Hmm. et je voyais les autres personnes et je me disais mais comment c'est possible? Il y avait vraiment ce truc, et c'est un petit peu aujourd'hui on pourrait peut-être dire une mentalité de victime, tu vois, mais j'avais vraiment ce truc à l'intérieur de moi de j'ai pas eu de chance à la loterie, quoi. Un truc comme ça. Ok. Et ouais. Et en même temps, j'ai commencé très tôt à, tu vois, me mettre. Alors, j'ai été végane pendant des années, tu vois, ça a commencé avec l'alimentation. C'était une recherche, en fait, tout ça. C'était une recherche de doit bien y avoir des solutions quelque part. J'ai été voir un ostéopathe pour l'asthme, ça m'a vraiment beaucoup aidé. D'ailleurs, je pense que c'est important de nommer cette méthode dans ton podcast parce que les gens sur la respiration qui nous écouteront, c'est la méthode GESRET, Ok. Gesret, qui est une méthode ostéopathique incroyable pour toutes les personnes qui ont de l'asthme. Donc, si vous avez des D'accord, ok. personnes qui ont de l'asthme, allez voir ça parce que c'est vraiment c'est une histoire très triste en fait. Son fils est mort d'asthme et ce monsieur-là, voilà, il a fait des recherches pendant 10 ans, il a développé cette méthode et c'est super efficace. D'accord, ok. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis ensuite voilà, j'ai continué à chercher, à chercher. Mon chemin ça a été aussi l'entrepreneuriat. Moi on va vraiment mixer les deux parce que ça arrivait vraiment super tôt. Tu vois, je faisais des études de droit, des études vraiment super exigeante, genre du droit en allemand, en anglais, enfin bref. Des hautes études, comme on dit en France, des Hmm. hautes études. Et au milieu de ces hautes études, je me suis dit, Camille, en fait, tu veux pas bosser dans un bureau. Et donc, il y a un problème, tu vois, quand t'es en droit, si tu veux pas bosser dans un Hmm. bureau, pas Compliqué. grandes options. Yes. Et à ce moment-là, ça a été un peu le moment de ma vie où il n'y avait pas de plan B. Je me suis dit, je vais partir en entrepreneuriat. Donc, j'ai postulé sur tous les masters. J'étais prise à Dauphine en entrepreneuriat, j'ai commencé à monter ma boîte directe en master 2. C'était une boîte dans l'alimentation végétale, tu vois, donc on faisait Ok. des gammes de biscuits, de cookies, brownies et tout sans gluten, à base de farine de pois chiches. En fait, c'était la revalorisation des légumineuses, le projet. D'accord, ok. Donc on faisait ça. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça, avant de me rendre compte, tu vois, mais je me rends toujours compte après que, ah bah ça va pas. Avant de me rendre compte que une fois que le projet il était lancé, que toute la phase sympa, tu vois, elle est faite, c'est-à-dire la marque, la formulation et tout ça, bah en fait c'est de Hmm. la logistique, tu vois. Or, moi j'étais rentrée dans l'entrepreneuriat avec vraiment cette idée du digital nomade. Je vais pouvoir avoir ma D'accord. liberté, je vais pouvoir faire tout ce que je Hmm. veux. Sauf qu'honnêtement, quand t'es dans l'agroalimentaire, faut être sur le terrain, faut être dans les supermarchés, enfin tu fais vraiment pas ce que Hmm. tu veux et faut être là. Donc là, voilà, les choses ont commencé à se détériorer. De toute façon, je pense que quand c'est pas ton chemin, voilà, ça se Hmm. détériore tout seul, tu vois. Exactement. Avec le producteur, ça allait pas, enfin voilà, le fabricant, etc. Donc ça a commencé à se détériorer. Je me suis bien endettée aussi sur ce chemin-là. Et je suis partie en Inde, vraiment dans un peu un dernier hurrah, tu vois. En fait, c'était même, je me suis dit, je vais relancer la gamme en mode ayurvédique parce que c'est des pois chiches. En Inde, ils utilisent beaucoup la farine de pois chiches dans les snacks. Ok. Je m'étais dit, génial. Donc je pars faire une formation de yoga, tu vois. Donc en plus, rien à voir. Je me dis, je vais lancer Hmm. la gamme en ayurvédique, mais je pars faire une formation de yoga. Donc, anyway, c'était juste qu'il y avait une part de moi qui était pas du tout prête à lâcher ce bébé-là, ce projet Hmm. entrepreneurial encore à ce moment-là. Je Et comprends. là-bas, du coup, j'arrive, et là, on va faire le lien avec la respiration. J'arrive, et le prof dit, mais je m'en souviendrai toujours, il dit, la bouche, c'est fait pour manger, et le nez, c'est fait pour respirer. Et là, je me Hmm. suis dit, ça va être J'adore. long. Ça va être long. Parce que moi, ça faisait 20 ans que je respirais par la bouche. Parce qu'asthmatique, avec une rhinite chronique, Ah avec bah oui, oui. constamment touché, on m'avait opéré des végétations quand j'étais toute petite. Enfin, tu vois, la sphère Hmm. La ORL, totale, c'était quoi. vraiment, Hmm. mm, vraiment difficile. Là, je me suis dit, comment je vais faire? Parce que tu vois, il y a cette part de moi qui voulait Tu bien faire. Tu vois, m'étonnes. t'es là dans une formation de Hmm. professeur de yoga, tu peux pas faire tout le truc en respirant par la bouche alors que t'es censé avoir ton certificat à la fin. Bon, et je me suis forcée. En fait, au début, je me suis forcée. J'avais l'impression de, tu sais, pas réussir à avoir l'air, pas réussir à avoir l'oxygène. Et puis,
petit à petit, c'est venu. Et en fait, petit à petit, assez rapidement, en fait, en 2, 3 jours, tu vois, ça a commencé Ça à se revenait. rééduquer. Ouais, j'y ai amené beaucoup de conscience, beaucoup d'attention. Et puis, c'est revenu. Et donc là, ça a été la première fois où j'ai vraiment respiré. Tu vois, où j'ai eu l'impression de Hmm. commencer à savoir respirer. Donc, ça arrivé avec le yoga, ça. Et puis beaucoup de... Moi, j'étais au Yoga Institute à Mumbai, tu sais, donc c'était très roots, c'était Ok. pas beaucoup d'Australiennes, d'Américaines et tout, parce que je voulais pas ça, je voulais vraiment une expérience un peu. Donc, c'était hyper safe, hyper propre et tout ce qu'on veut, mais c'était vraiment, tu vois, on était 40 là-dedans, il y avait 35 Indiens, enfin, c'était vraiment... et vraiment traditionnel indien, donc il y avait beaucoup de Traditionnel, ouais. Hmm. philosophie, beaucoup de pranayama, du coup, beaucoup d'exercices de respiration, tu vois. Les postures, les asanas, c'était peut-être un quart de la formation. Ok. Vraiment, vraiment. Donc on a beaucoup travaillé sur la respiration, du coup. Et là-bas, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Rachna Shashi, qui est docteur en nutrition holistique, et je suis rentrée en France, j'ai fait sa formation à elle. Parce que ça a été vraiment une rencontre de cœur avec cette femme. Elle avait une histoire de guérison super puissante. Elle avait une polyarthrite rhumatoïde dont elle avait D'accord. elle-même guéri avec Ok. justement la respiration, le yoga, l'alimentation, tu vois. Donc hyper inspirant et moi mon père il a la sclérose en plaques assez avancée, enfin même très avancée maintenant, donc une maladie auto-immune, donc tu vois je suis allée vers elle plus là-dedans, tu vois, j'ai entendu maladie auto-immune et je me suis dit ah Hmm. peut-être que c'est quelque chose et tout, et en fait c'est moi qui ai commencé à faire tout ce qu'elle m'a dit, et donc je suis rentrée, j'ai continué toutes les routines de yoga, j'ai continué toutes les routines de respiration, voilà, j'ai complètement enlevé le gluten de mon alimentation, enfin j'ai fait tous les changements et tout, commencé à manger beaucoup d'ail, beaucoup d'huile d'olive, enfin tout ce qu'elle m'a dit de faire. Hmm. Et l'eczéma a disparu hyper rapidement. Tu vois, hyper rapidement. D'accord. Ok. Et au même moment, j'ai commencé une formation en breathwork. Et ça, c'était pendant le Covid, full confinement, où les formations, elles commençaient à être en ligne. Tu vois, il y a beaucoup de facilitateurs de breathwork dans ce moment-là qui se sont dit, bon, bah, je vais quand même offrir ma formation en ligne. Et donc, j'ai commencé avec cette formation en ligne d'une femme en Californie qui a une école qui s'appelle Sacred Breath Academy, qui s'appelle Kaya Lay. Et puis après, plus tard, je me suis formée en Ok. présentiel avec Lucille Falk, qui est en France, enfin qui était à Ibiza, mais voilà, qui est en France, puis qui est formée en présentiel, où on était 2 semaines en présentiel, enfin ouais, presque 2 semaines, à respirer tous les jours, voire 2 fois par jour. Ok, Donc la totale. c'était... Mm, yes, yes. Donc Génial. voilà comment on arrive. Et puis, on top of that, si tu veux, ça c'est tout l'aspect santé physique. Et on top of that, il y avait tout ce qui était santé mentale. C'est-à-dire que moi j'avais énormément d'anxiété. Mais vraiment, tu sais, des trucs à trembler pendant des matinées et tout, à être complètement figé, à rien pouvoir faire. Donc Hmm. super difficile. Et ça m'a encouragée à continuer en fait ma quête, tu vois, j'ai envie de dire un peu, et à me dire il doit y avoir autre chose. Et je voyais que l'alimentation c'était pas suffisant, tu vois, je me sentais ni même la respiration en fait, je me sentais assez désarmée là-dessus. Et c'est là où j'ai découvert voilà la théorie polyvagale, le système nerveux, les traumas, et j'ai été après j'ai suivi cette route. Mm, mm. Génial. Super. Un super parcours en tout cas. C'est chouette. Ça me parle beaucoup, hein, d'où tu viens aussi pour être passé par l'entrepreneuriat et puis être tombé dedans aussi dans toute cette santé, on va dire holistique, parce que ce que j'aime bien aussi, ce que tu incarnes, c'est cette vision-là de la santé qui est effectivement, il y a le côté physiologique, l'alimentation, la respiration, le mouvement, toutes ces choses-là, mais tu as aussi tout l'aspect plus régulation du système nerveux et puis état d'esprit que tu partages notamment avec la théorie polyvagale et toutes les différentes explications du système nerveux. Je voulais revenir un petit peu sur cette phase de quand tu passes de j'ai mon entreprise, je pars en Inde, dans ma tête je vais encore continuer cette boîte pour relancer quelque chose. Comment est-ce que tu passes de je mets mon ego de côté sur le fait que bah en fait c'est peut-être pas ma voie et peut-être que je m'autorise à explorer une autre voie. Comment ça s'est passé? Ça a été honnêtement encore aujourd'hui, je crois que c'est une des décisions les plus difficiles de ma vie. Vraiment. Parce que, et je me souviens, j'étais au Yoga Institute, c'était pendant que j'étais au Yoga Institute que j'ai décidé d'arrêter, vraiment, tu vois, de mettre le stop. Et j'avais une associée. J'avais une associée, tu vois. Euh, et donc il y avait tout le truc de oh my god, qu'est-ce qu'elle va penser et tout ça. C'est quelqu'un qui Hmm. venait de l'agroalimentaire classique en plus, tu vois, donc qui avait quitté son job pour le projet. Enfin, tu vois, t'as quand même
voilà, il y a des circonstances puis des conséquences aussi. Donc il y a vraiment ça, je me souviens, j'étais en pleurs au téléphone. Non, je peux vraiment plus, faut qu'on arrête, etc. Et en fait, tu sais, je crois que c'était très difficile et en même temps c'était simple dans le sens où, et là ça va vraiment revenir aussi au système nerveux, c'est que quand je me retourne, tu vois, sur ma vie, qui est encore une jeune vie, tu vois, mais à chaque fois que j'étais pas à ma place, je suis tombée malade. Mon corps, il m'a dit, Hmm, basta. Tu vois, à chaque fois que j'étais pas à ma place. Quand j'étais à l'université en droit, j'étais bourrée d'eczéma. Tu vois. Quand j'étais au Yoga Institute hmm, en Inde, j'étais bourrée d'anxiété. Ensuite, j'ai commencé la nutrition holistique. Dans un élan de syndrome de l'imposteur, j'ai commencé une formation en nutrition avec le CNED. Alors, va faire de la hmm. nutrition classique après la nutrition holistique. Comment te dire? Compliqué. C'est impossible, tu vois. Donc, pas du tout à ma place, mais je suis allée faire le stage et tout. J'étais chez une micronutritionniste à Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je me retrouve infection complètement mystère. Je sais toujours pas ce que j'ai eu, hein, au jour d'aujourd'hui. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'avais des douleurs à l'abdomen incroyables. Je me suis retrouvée aux urgences, j'étais à moitié mourante. Enfin, c'était un truc fou. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Encore une fois, le lendemain, j'ai pris la décision que c'était pas pour moi et d'arrêter, tu vois. Tout le temps. Tout le temps. Hmm. Donc, en fait, C'est super, c'est super j'ai toujours dit que intéressant c'était un pour. choix. Mm. Ouais, Mm. c'est super intéressant ce que tu partages par rapport au fait que le corps des fois enfin, sait beaucoup mieux que en fait la réalité que le mental. Et c'est super important de partager ça parce qu'aujourd'hui, tu vois, beaucoup de gens vont chercher à combattre le symptôme. On va chercher à, toute notre industrie aujourd'hui, elle est basée là-dessus. C'est qu'il y a un symptôme, on essaie de pas le faire sortir, ressurgir, on cherche à l'éteindre. Alors que ce que tu es en train de nous partager là, c'est riche de sagesse, c'est de se dire qu'en fait le corps, c'est un système, un messager, c'est un système d'alarme, un messager qui fait remonter des informations. Et souvent, ces symptômes, ils peuvent devenir chroniques parce qu'en fait, on veut pas l'écouter. Et tu vois, le burn-out, c'est un exemple très concret de ça. C'est que bah, t'as tiré sur la corde pendant des années. Au bout d'un moment, le corps, il dit stop. Bah là, t'as pas le choix, je te mets au lit. Toutes les problématiques de maladies chroniques, c'est pareil. Tu vois, moi, pour avoir été en stress chronique pendant des années, c'était pareil. C'était juste que j'avais besoin de ralentir et je voulais pas. Au bout d'un moment, ça grince. Mais plus, tu vois, plus moi j'avance sur ce chemin-là, plus je me rends compte qu'en fait, la vraie sagesse, elle est dans l'exploration du corps. Et aujourd'hui, on a tendance à, tu le sais bien comme moi, à opposer les deux. Alors entre le mental, l'esprit et le corps, alors qu'en fait, tout le travail que toi tu fais aussi, c'est de recréer du lien avec ce corps. Et sur ton site, je crois que t'as une phrase qui dit c'est pas dans votre tête, c'est dans votre, c'est au niveau de votre corps, c'est ça? C'est cette punchline, quelque chose comme ça. Tu pourras en parler un petit peu de ça? Ouais, l'anxiété n'est pas dans ta tête, soit je crois que Ouais, c'était une des premières c'est phrases. ça. Ouais, qui m'a marqué moi et qui, je crois, marque les personnes qui rentrent dans mon écosystème aussi, parce qu'effectivement, tu vois, l'anxiété, c'est beaucoup de rumination, beaucoup de scénarios catastrophes, la tête qui va exploser de pensées, le mental qui s'arrête jamais, et beaucoup de personnes qui, peut-être, la ressentent même pas dans le corps. Tu vois, moi, je la sentais beaucoup dans la tête parce que j'étais tellement coupée, et je me souviens. J'ai décidé d'aller faire une formation de yoga, un peu dans un truc voyageur de l'extrême, tu vois. Ben, je suis allée en formation de Hmm. yoga. J'avais pas fait beaucoup de yoga avant, en fait. Pourquoi? Parce que c'était une torture pour moi. J'allais dans ces cours de Hmm. yoga, là, je voyais tout le monde avec son tapis et tout. Et moi, j'étais là, mais guys, moi, je suis que dans ma tête, en fait. J'y arrive pas, tu vois. C'est Hmm. vraiment, tu sais, le tigre à tes trousses, mais moi, j'avais ça. Je pouvais pas être sur le tapis, là, à faire ces postures, mais je me souviens, ça s'arrêtait jamais, jamais, jamais. Donc, c'est très facile, tu vois, rien que par l'expérience de penser que c'est dans ta tête. Qui aurait idée Hmm. d'aller se dire c'est dans mon corps, c'est l'état de mon système nerveux qui m'amène là où je suis. Enfin, tu vois, il y a, et il y a une partie d'éducation là à faire. Et là, étudier les concepts et l'éducation, elle est importante aussi pour moi. J'aime bien dire aussi que il faut qu'on retourne à l'école du système nerveux où on n'a pas été. Tu vois, au lieu de nous Hmm. apprendre
l'Albrecht, là, je sais pas ce qu'on apprend à l'école, là, je sais même plus. On devrait nous apprendre, tu vois, le système nerveux, la respiration, etc. On n'a aucune idée de ça. Hmm, c'est clair. Mm, C'est clair. mm. Peut-être pour ceux qui sont pas familiers avec ces notions de système nerveux, alors j'en parle sur ce podcast, mais peut-être si tu pouvais expliquer dans les grandes lignes, sans faire un cours Dis-moi. magistral, j'invite tout le monde, ceux qui veulent aller plus loin, de regarder un peu ce que tu fais ton travail, mais peut-être pourquoi c'est important de s'intéresser au système nerveux et quels sont les différents états qu'on peut rencontrer. Absolument, absolument. Le système nerveux, tu sais, moi j'aime bien justement ramener au corps parce ça peut paraître très abstrait ce truc de système nerveux, tu vois. Bon, c'est tous les nerfs qu'on a partout dans notre organisme, ok, qui viennent innerver tous les muscles, qui viennent innerver tous les organes. On a ce nerf vague qui est le nerf crânien le plus long là, qui sort de notre tronc cérébral puis qui va partout innerver notre cœur, notre poumon, notre système digestif. Ok, il innerve aussi une partie du visage, donc voilà. Le système nerveux, c'est ça, on distingue le système nerveux central, donc ça c'est le cerveau et la moelle épinière, du système nerveux périphérique qui est tout le reste. Ok. Et dans le système nerveux périphérique, maintenant, là on a le système nerveux volontaire, donc ça c'est pareil, de façon très très concrète. Tu vois, là je prends mon verre d'eau, c'est mon cerveau qui dit à mon bras, prends le verre d'eau pour boire. Ok. Donc ça, système nerveux volontaire. Je fais volontairement un geste. Et on a le système nerveux autonome. Et en réalité, quand on parle du système nerveux, on parle du système nerveux autonome, de tout ce qui se fait hors de notre conscience. Yes. Et le système nerveux autonome, il est responsable de tout le reste. Donc de mon cœur qui bat, de ma respiration, justement. Et la respiration, c'est une fonction incroyable parce que c'est la seule qui est un pont entre les deux, hein, qui est à la fois volontaire et autonome. Donc c'est Exactement, magnifique. ouais. Ouais. La température de mon corps, la digestion, j'ai pas besoin de penser à tout ça. Ok, donc ça c'est le système nerveux autonome. Et il est responsable donc de trois choses, de tous ces processus qui se font sans que j'ai à y penser. Magnifique, déjà on peut être en gratitude pour ce système nerveux autonome. Il est responsable de notre engagement social. Là, toi et moi, on se regarde en vidéo, tu vois les expressions de mon visage, je vois tes expressions, c'est ça qui nous permet de connecter, tu vois. Donc il est responsable de notre connexion aux autres. Et le système nerveux autonome, il est responsable aussi de nos réponses de survie. Donc, Mm. quand je suis en danger, si en tout cas il capte, et peu importe que le danger soit réel ou perçu, hein, et c'est là que c'est vraiment important. Moi, en cours de yoga, j'étais pas en danger, mais j'avais quand même l'impression d'être en danger, parce que rien que le fait de ralentir pour mon système nerveux, c'était dangereux. Donc, il est responsable de nos réponses de survie. Et nos réponses de survie, on les connaît, c'est la fuite ou le combat. C'est le système nerveux sympathique. Soit je fuis, soit je combats. Une autre réponse de survie, c'est le figement. Si je peux ni fuir ni combattre, je vais me figer et je veux vraiment dire qu'elle est super fonctionnelle cette réponse de figement. On a tendance à Mm. la détester, hein, quand on parle en public et qu'on se fige. Voilà, on a tendance à la détester, mais elle est super fonctionnelle parce que si on pense à la nature, au monde sauvage, un animal qui va se faire tuer, le fait qu'il aille en figement, il y a une anesthésie qui vient avec ça. Donc on dit la nature est cruelle, mais en fait pas tant que ça, dans le sens où l'animal il sent presque rien. Et c'est ça le Mm. fonctionnement Carrément, ouais. de ce figement, de cet effondrement, de cet état dorsal du système nerveux qui est notre état où tout est ralenti, un état de conservation d'énergie extrême qui dit, quand on est en état dorsal, la physiologie elle dit je suis prête à mourir. Ok. Et ça, toutes les personnes, voilà, qui connaissent des grandes fatigues, ce qu'on va appeler syndrome de fatigue chronique, la dépression, tout ce qui est vraiment de l'ordre de cet effondrement. Souvent, il y a une grande majorité de dorsales dans le système, et donc il y a tout qui est au ralenti. Tu parlais de maladies chroniques Mm. là tout à l'heure et de burn-out, et souvent c'est un peu la fin du chemin. C'est la maladie chronique ou le burn-out en fait, parce que cette conservation d'énergie et ce ralentissement qu'il y a dans la physiologie, le problème qui vient avec ça, c'est que les organes sont pas nourris correctement, ça circule pas correctement à l'intérieur de nous, la charge toxique est pas libérée correctement, du coup, et qui dit, bah voilà, organes pas nourris correctement, charge toxique dit inflammation chronique, dit tout ce qui vient avec ça, c'est-à-dire toutes les maladies de notre temps. Donc, voilà. Ça c'est le système nerveux. Donc effectivement, tu disais, il y a différents états. Si je suis en sécurité, on va appeler ça l'état ventral, d'accord? Euh, Si je suis en danger, on va dans l'état sympathique. Et si je suis en danger de mort, je simplifie vraiment grossièrement, mais je vais dans l'état dorsal. Mm. Et ça, c'est vraiment important, ces trois états, parce qu'on a longtemps cru qu'il n'y en avait que deux. On entendait toujours parler de sympathique et de parasympathique, même pendant longtemps dans les formations de breathwork, hein, d'ailleurs, sympathique et parasympathique. Mm. Or, depuis
1994, c'est la théorie polyvagale, du coup, de Stephen Porges. On sait qu'il y a ces 3 états. Donc, on a toujours sympathique et parasympathique. Mais le parasympathique, il est divisé en 2 états, que sont l'état dorsal et l'état ventral. Le point commun entre ces états, entre cet état dorsal et ventral, c'est que les deux ralentissent la physiologie. C'est notre nerf vague, en fait, qui ralentit, lui, c'est le frein de la physiologie, tu vois. Moi, j'aime bien prendre cet exemple du chauffard qui arrive en face de toi, faut que tu réagisses super vite. Bon, bah, Mhm. ton état sympathique, il te permet de réagir super vite, mais après, ta physiologie, une fois que le danger il est passé, elle doit redescendre. On peut pas rester comme ça en activation constante. Donc, et ce qui permet de redescendre, si on est régulé, c'est la branche ventrale. On revient dans notre sécurité, dans notre connexion. Si on est dérégulé, ça peut être la branche dorsale qui le fait de façon très rapide, très grossière. Tu vois, en gros, c'est le frein à main, quoi, la branche dorsale. On arrête tout, on se fige, finito. Et il y a énormément de Ok. personnes qui ont cette expérience-là au quotidien. Et on est encouragé à avoir cette expérience-là. Combien de personnes se lèvent le matin, go, 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 café pour avoir l'énergie que je n'ai pas, on y va, je bosse, tout, 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 je rentre vite, les enfants, ta, 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 et après je m'épuise et je m'écroule. Sympathique, tout, 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 dorsal. Mm. Et jamais l'expérience de cet état ventral dans lequel il y a la bonne quantité d'énergie, en fait. Tu vois? Mm. Super, super. Bah écoute, merci pour cette synthèse, parce qu'effectivement c'est super intéressant de cette nouvelle compréhension un peu du système nerveux, parce que comme tu le disais, on parle souvent du parasympathique, du fight and flight, on n'amène pas souvent cette nuance sur la branche dorsale du coup que tu partages. Euh, je voulais revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire si par exemple on sent qu'on est souvent dans cette espèce de d'effondrement, de léthargie, peut-être je sens que j'arrive pas à avancer. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on traverse ça? Est-ce que c'est traverser ça et être au repos? Ou est-ce que c'est peut-être pour certains ne pas non plus rester dans cet état trop longtemps, parce que j'imagine que quand on reste trop dans cet état, on peut aussi auto-alimenter ce truc-là de ah bah ça va pas, là je suis effondré, parce qu'il y a un peu je vois aussi ça souvent. Qu'est-ce que tu recommandes toi? C'est intéressant, il y aurait 1000 directions dans lesquelles aller là. Le point que je vais dire avant ça, c'est qu'effectivement, ce que tu dis, c'est très juste. Nos pensées, elles vont avoir la saveur, ou je dis aussi la teinte, tu vois, mais la saveur, c'est peut-être plus parlant, de l'état dans lequel on est. C'est-à-dire que à une même situation, si je suis dans chacun de ces 3 états, je vais réagir de façon différente et mes Hmm, pensées vont être différentes, tu vois. L'état dorsal, là où tu me poses la question plus sur l'état dorsal, effectivement, ça va être des pensées du style à quoi bon, je suis seule, je vais jamais m'en sortir, je suis une cause exactement, ouais. perdue, tu vois, il y a beaucoup d'impuissance dans cet état-là. Un mot-clé, c'est vraiment l'impuissance. Le trauma, Hmm, c'est quoi? C'est la peur plus l'impuissance, hein. Donc, il y a énormément, énormément d'impuissance dans cet état-là. Versus en sympathique, je me prépare à fuir ou à combattre. Donc, il y a quand même encore comment on dit en français, de l'agency, tu vois. Il y a encore quand même hmm. un pouvoir qui est là. Et donc, en Il y a encore sympathique, du ça va être pouvoir, ouais. plus, Hmm. ouais, comment est-ce que je peux faire? J'aurais dû faire ça, tu vois. Ça va être des pensées très tournées vers le passé ou très tournées vers le futur, concrètes, évaluatives, calculatrices, tu vois. C'est pas du tout, ou agressives, mais c'est pas du tout le même type de pensée. Donc, effectivement, le, et c'est là où, pour moi, le travail avec le système nerveux, il est exceptionnel et il est indispensable dans le sens où juste déjà pour s'attraper. Et c'est ce que tu dis, ça va nous permettre, tu vois, de pouvoir te dire si tu penses, oh, à quoi bon, je suis une côte perdue, nana. Si t'as ces concepts en tête, tu t'attrapes, tu peux t'attraper toi-même et dire, ok, je suis en état dorsal. Et déjà, juste ça, ok. Et je sais que l'état dorsal, ça correspond à une léthargie, ça correspond peut-être à une déprime, à du brouillard mental, j'ai du mal à penser clairement. Ok. Qu'est-ce que je sais qui fonctionne pour moi dans l'état dorsal? Et ça, faut avoir fait ce travail en amont. Moi, c'est un travail que je fais beaucoup dans mes programmes. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi dans l'état dorsal? Et ça, c'est vraiment la recherche de nos ressources. Et nos ressources, les ressources, c'est quoi? C'est tout ce qui nous fait du bien, mais c'est plus que ce qui nous fait du bien, c'est vraiment ce qui va avoir le pouvoir de changer notre physiologie. Et un travail très intéressant à faire, c'est d'aller
commencer à identifier nos ressources, ça c'est la première étape. Puis la deuxième étape, c'est d'identifier nos ressources en fonction des états, parce que ce dont vous allez vous rendre compte quand vous commencez à faire un travail plus proche de votre système nerveux, c'est que c'est pas les mêmes choses qui fonctionnent en fonction de l'état. Quand je suis en sympathique, c'est pas du tout les mêmes choses qui vont fonctionner que quand je suis en dorsale. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, rester des heures en dorsale, ça a pas de sens, parce qu'il y a vraiment Hmm. de travail qui se fait à cet endroit-là, tu vois. Donc, ma tendance, ce que j'aurais tendance à dire, c'est oui, en sortir le plus vite possible. Et, et parfois, il y a plus de jus. Tu vois, tu parlais Hmm. des burn-out et tout C'est ça. ça. Parfois, il y a plus Hmm. d'énergie. Parfois, il y a plus d'énergie. On a besoin aussi euh, de rester dans ce ralentissement, dans voilà, dans cette immobilisation euh, qui peut être bénéfique à condition qu'il y ait aussi un peu de régulation ventrale, c'est-à-dire que je peux être immobilisée et me sentir dans ma sécurité. Ok, donc ce qu'on veut, Très c'est clair. la régénération, parce que là, ce dont on parle, si on est fatigué, c'est de régénération. La régénération, c'est vraiment cet état ventral de sécurité et cet état dorsal ensemble. Ensemble. Hmm. Ok? Super intéressant. Super Yes. intéressant parce qu'effectivement, mon idée là-dessus, c'est, bah, comme tu disais, c'est que effectivement, l'esprit et le corps sont liés et que tu vois bien que il y a une sagesse dans le corps, c'est ce qu'on disait avant. Mais il y a aussi tout l'intérêt de travailler, c'est le pouvoir de l'esprit sur le corps, tu vois, avec l'effet placebo, l'effet nocebo. Tu vois bien qu'en fait, nos pensées vont avoir un gros impact sur ce qu'on va vivre aussi. Et du coup, c'est pour ça que moi qui m'intéresse beaucoup aussi à la théorie polyvagale, au système nerveux, je vois des fois aussi passer, tu vois, sur des abus par rapport à ça sur les réseaux sociaux, où du coup on prend le pan inverse, c'est qu'on se dit, ok, bah c'est que grosso modo le corps qui a quelque chose à vivre. Donc on est dans le symptôme, on est ok, je veux pas bien, ça va pas, je suis fatigué, non mais il faut laisser vivre ça. Et après, on peut laisser aussi tomber dans un espèce de monologue où en fait, on va pas casser, tu vois, l'espèce de rythme dans lequel on est en train de créer notre état d'esprit et un peu nos croyances. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet éclairage que tu apportes aussi, c'est de se dire, ok, ça a sa place, ça a sa juste place, de laisser s'exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Euh, mais après, il y a aussi un temps pour se dire qu'en fait, bah, faut casser ce pattern-là qui est en train de potentiellement de naître, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'en soi, l'esprit et le corps, les deux sont liés, que t'as pas un qui va avoir plus d'emphase, enfin, d'emphase sur l'autre. Et je pense que c'est aussi important d'avoir une bonne compréhension de ses états et un état d'esprit, un mindset, comme on dit en anglais, que avoir une bonne connexion à ses tripes, à son corps, à ses émotions, tu vois. Et que si tu es peut-être que dans l'un, dans mes émotions, ma sensibilité, euh, mais tu mets de côté un peu l'aspect peut-être, on va dire un peu plus de mindset euh, et ton rapport entre guillemets à la douleur. Tu vois, prenons l'exemple de personnes. Tu prends un Mike Horn ou des gens comme ça qui ont un rapport à la douleur où tu peux te dire que ces gars-là, en fait, ils ont pas mal, quoi. En fait, il leur arrivait tellement de trucs que le rapport à la douleur, ils ressentent plus rien, d'une certaine mesure. Pour autant, euh, s'ils étaient dans le ressenti lorsqu'ils se font couper la main en Amazonie, par exemple, bah, ce serait compliqué pour eux. Donc, toi, t'as ce truc-là où aussi le mindset va jouer un rôle super important aussi dans ton évolution et dans ton bien-être, je pense. Qu'est-ce que tu penses aussi de tout ça, toi, dans tes programmes, tu t'en parles aussi de ça, de ce pouvoir du mindset, de l'état d'esprit. Tu parlais, tu vois, le fait qu'on peut être des fois dans des états de victimisation, on s'auto-sabote aussi, tu vois. Et moi, je vois beaucoup ça avec le trauma, où on peut lire aussi un peu ce truc-là de ah, c'est un trauma, du coup, en fait, c'est pas ma faute. Oui, effectivement, il y a des choses que tu as vécues, que tu traverses, mais pour autant, qu'est-ce qu'on fait après, quoi, tu vois? Absolument.
Yes. Tu sais, pour moi, on parle beaucoup de travail somatique. Le travail dans le corps, on parle de travail Ouais. somatique. Il y a une grande incompréhension à cet endroit-là. C'est pas que le travail avec le corps, c'est le travail, en tout cas, comme Hmm. nous on l'entend, enfin comme moi je l'entends en somatic experiencing et dans le travail, tu vois, avec le système nerveux, avec le trauma aussi justement, c'est vraiment corps, esprit, environnement. C'est pour ça que j'ai parlé de Hmm. l'école du système nerveux parce que t'as besoin d'avoir les concepts si je ressens des sensations. Et même juste pour pouvoir rester plus longtemps avec mes sensations, si je sais pas ce qui se passe, tu vois, peut-être il y a une grande chance que je prenne peur. Et du coup, je vais me recouper à nouveau, tu vois, et je vais me redissocier. Donc, avoir les concepts et nourrir l'esprit, surtout qu'on est dans une société qui nourrit énormément l'esprit. On nous a nourri C'est clair. l'esprit de nos 6 ans à nos 18 ans. Donc, en fait, tu te défais pas comme ça de tout ce conditionnement-là. On a besoin de nourrir l'esprit juste pour pouvoir aller dans le corps et pour pouvoir make sense, tu vois, genre, comment on dit, de donner du sens à ce qui se passe dans le corps et du coup être rassuré avec ça et se sentir en sécurité. Donc vraiment avoir les concepts pour moi c'est hyper important et on ne chasse pas l'esprit du travail somatique, tu vois, on utilise Hmm. absolument l'esprit. Quand t'es dans les sensations, nécessairement ta tête elle va aller dans le pourquoi. Pourquoi j'ai cette sensation, pourquoi j'ai ce frisson dans la colonne, pourquoi mon pied droit il est froid, pourquoi un. Et là, j'utilise mon esprit pour dire, ok, je vais changer ce pourquoi en comment. Comment est-ce que je Hmm. peux être avec cette sensation? Comment je peux soutenir la sensation? Mais ça, c'est un travail de l'esprit, tu vois. Et pourtant, je suis dans du travail somatique à ce moment-là. Donc ça, c'est les deux éléments. Puis le troisième élément qu'on oublie tout le temps, c'est notre environnement. Parce que le trauma, il perturbe, en fait, il nous dissocie, il perturbe cette capacité à être dans l'ici et maintenant, à être connecté à notre environnement. Parce que quand on parle de trauma, souvent c'est arrivé dans notre environnement. C'était peut-être un foyer qui était pas safe, c'est une voiture qui nous est arrivée dessus, tu vois, c'est arrivé dans notre environnement. Donc petit à petit, tout ça, ça s'accumule effectivement dans le système nerveux et on apprend à s'en dissocier. Donc une chose super super importante et un des fondamentaux de la régulation du système nerveux, c'est réapprendre à se connecter à l'environnement. Donc, quand je suis en train de faire du travail somatique, je travaille à la fois avec mon corps, avec l'esprit, et je reste connecté à mon environnement aussi. Donc, c'est ces trois éléments-là, super super importants. Et sur ce que tu disais sur ouais, je sens que tu parles d'être que dans son féminin ou que dans son masculin aussi, on pourrait le dire comme ça, tu vois, si on le reformulait, ou d'être Oui, dans on une peut. mentalité Oui, de très victime ou de. orienté mental ou très dans le corps, dans le ressenti, quoi. Voilà, exactement, Hmm. exactement. Et moi, tu sais, moi, je viens, je sais pas si, je pense que je suis plus, mais j'étais très personnalité type A, tu vois. On dit aux États-Unis type A personality, go, 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 on y va. Je veux dire, pour faire des super hautes études de droit, triple cursus, faut y aller, y a pas le temps, y a pas vraiment le temps, tu vois. La performance, voilà. Et ça a toujours marché. J'ai toujours performé, j'ai toujours atteint tous mes objectifs, j'ai toujours eu des résultats. Après, à quel prix? Voilà. Et moi, j'étais très agacée par ça. Très agacée. Je vais même te dire quelque chose, je détestais quand j'ai commencé à lire un peu là, à 17-18 ans, ces livres de développement personnel et tout. Tu sais, je voyais ce mot de guérison et ça me hérissait, ce mot de guérison. Je me dis, mais guérir de quoi? Ils ont vraiment le temps, hein, ces gens, de se considérer comme malades. Moi, je suis pas malade, j'ai pas besoin de guérir alors que j'étais pleine d'eczéma, tu vois, soit dit en passant, mais il y avait quelque chose qui me hérissait rien que dans le mot et toutes ces personnes, tu vois, qui s'écoutent beaucoup. Il y a un grand mouvement aujourd'hui de, voilà, tu vois, cercle de femmes, j'en sais rien, tout ce qu'on peut associer à ça, tu vois, et non, de Hmm. brûler des trucs de sauge et tout. Moi, j'étais super allergique à ça. Maintenant, je suis neutre, je suis très heureuse de participer à un cercle de femmes, tu vois, je suis revenue dans un équilibre aussi, Hmm. mais euh, effectivement, toi, ce dont tu parles, c'est de laisser que la place à la sensibilité, que la place au corps, de que Je finalement pense oui, c'est ça exactement. Ouais. Hmm. s'écouter, tu vois. Je pense que pour la plupart des personnes, ils ont le chemin inverse à faire. C'est-à-dire, la plupart des personnes, c'était des personnalités comme moi qui s'écoutent pas du tout, donc il faut qu'elles reviennent dans recommencer à s'écouter, tu vois. Et de l'autre côté, tu as toutes ces personnes, je pense, qui, effectivement, my guess, c'est que elles ont pas beaucoup d'énergie à disposition, tu vois, ces personnes-là. C'est très fluctuant au niveau des états de leur système nerveux et du coup, les émotions, elles peuvent être très submergentes et du coup, elles se retrouvent très bien dans un narratif qui dit, ah bah, on va faire de la place à ça, on va être là présente pour les choses quand c'est cool et puis quand ça nous convient pas, on va se retirer dans notre grotte, etc., tu vois.
Mais la base de ça, pour moi, c'est qu'il y a une dérégulation du système nerveux. Et à cet endroit-là, ça veut dire que j'arrive pas à avoir une énergie qui est un petit peu stable, en fait. Et donc, T'as voilà, raison. le narratif d'être uniquement dans sa sensibilité et tout va très bien. Après, je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, vu l'état de la société, tu vois, et les conditions économiques, et là, tu vois, moi, je suis pas du tout anticapitaliste et tout du tout, mais force est de constater que les, les, les mécanismes économiques aujourd'hui nous invitent à se dissocier, tu vois. Parce que si t'as du mal à joindre les deux bouts, que t'as des enfants à la maison, nanana, juste, t'as pas le choix. C'est exactement ce que tu dis avec le gars dans la forêt qui se fait couper la main. Faut pas que tu ressentes, parce que si tu commences à ressentir la fatigue, tes envies de plus avoir ce mode de vie-là et tout ça, bah tu vas pas aller au travail et ça va mal se passer pour toi, tu vois. Donc, Non, c'est clair, mais je te rejoins, c'est une question de toute façon d'équilibre. Et 100% d'accord avec toi, c'est qu'on a plutôt tendance à être vers un mode de vie, on a plutôt besoin de ralentir que d'accélérer, globalement. Donc, non, on est d'accord là-dessus. yes, après, tu vois, c'est très important ce que tu dis, parce que moi, c'est quelque chose que je répète tout le temps dans mes programmes. Je fais pas de mindset pur, mais par contre, je répète très souvent, et ça, je dis aussi que c'est la chose la plus difficile à atteindre, c'est surtout avec le système nerveux, parce que c'est un travail qui est long. C'est vraiment un travail qui est long. Ce truc de rewire your nervous system, reset ton système nerveux et tout en 10 jours, tout ça, ça marche pas du tout. Justement, il faut recabler. Et recabler, c'est au niveau du cerveau, on utilise la neuroplasticité et ça met du temps. Mais ok. Et du coup, ce que je dis toujours aux personnes, c'est vous devez écouter votre capacité, vous devez respecter votre capacité toujours et vous devez rester engagé envers vous-même. Donc c'est les deux. Tu dois rester engagé et respecter ta capacité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains jours, tu vas avoir une toute petite capacité. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que tu vas même juste ouvrir la plateforme où il y a mes vidéos, tu vois? Mais tu vas rester engagé avec toi-même et tu vas passer un petit peu de temps. Ou peut-être que tu vas te mettre sur ton tapis et je sais pas ce que tu vas faire ce jour-là, tu vas rester 5 minutes en position de l'enfant, et c'est tout ce que tu vas faire, mais tu vas passer un peu de temps avec ton système nerveux parce que tu as pris cet engagement-là envers toi-même. Et là, c'est le Mm. masculin très structurant, tu vois, on a pris cet engagement-là, et tu restes engagé parce que le travail, il va pas se faire tout seul. Par contre, tu vas aussi respecter ta capacité. Donc c'est l'un et l'autre, tout le temps, Mm. tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est la chose la plus dure parce que ce que tu as décrit juste avant de la personne qui est comme ça, tu vois, c'est le trauma qui fait ça. C'est le trauma qui fait Mm. ça, qui te convoit que fondamentalement tu vas pas atteindre tes objectifs, que fondamentalement tu n'y arrives pas, que fondamentalement t'es pas assez bon et que de toute façon ça sert à rien d'essayer. Ça c'est le trauma qui nous fait ça, c'est la honte toxique, tu vois. Et donc ça va très vite qu'une personne elle bascule dans oh, j'ai peu de capacité alors oh my god ça sert à rien. Alors oh my god moi j'y arriverai jamais. Donc faut toujours ramener la personne et là c'est un peu la partie mindset du travail de ramener la personne dans non on reste engagé envers nous-mêmes. Et on respecte notre capacité, toujours les deux, toujours les deux. Mm. Super, merci pour cet éclairage. Par rapport au trauma, du coup, pour ceux qui se sentent avoir je pense que tout le monde peut avoir des traumas dans sa vie. Euh, Comment alors déjà, première question, est-ce qu'un trauma, tu t'en libères? Est-ce que c'est un bon mot pour dire ça? Ou est-ce que tu le traverses? Et comment ça se passe si on veut aller au-delà? Dédramatisons déjà juste le mot. Peter Levine, tu sais, qui est un des plus grands qui a Ouais. travaillé sur le trauma, c'est lui qui a créé la formation Somatic Experiencing. Il dit trauma is a fact of life. Le trauma, c'est un fait de la vie. Personne n'échappe au trauma. Personne n'échappe au trauma. C'est simple. Pourquoi? Parce que le trauma, c'est tout ce qui à un moment donné a été trop pour toi. Honnêtement, qui n'a jamais vécu quelque chose qui a été trop? Qui n'a jamais vécu une situation où t'avais pas du tout envie d'être là et puis tu devais être là par politesse ou parce que tes parents te forçaient, je sais pas quoi, mais c'était trop pour toi dans le moment. Mais tu vois, c'est innombrable en fait. C'est innombrable. Donc, on peut dédramatiser aussi ça et bien sûr que du coup, on le traverse, on le résout, on le renégocie, on le guérit, peu importe le mot qu'on utilise, mais absolument, absolument, il y a un côté, puis on peut passer de l'autre côté aussi. Le Peter Levine, il dit aussi le trauma est l'enfer sur terre et le trauma résolu est un cadeau des dieux. Vraiment, parce que ça nous Mm. donne une C'est joli. résilience incroyable quand on Mm. commence à faire ce travail. Mm.
Mm. Hmm. Yes. Et moi, je Et, et vois des du, choses et du coup, extraordinaires dans mes programmes. ouais, désolé, je te coupais, mais du coup, ouais, c'était pour comprendre, du coup, comment, du coup, t'allais en parler, comment est-ce que tu fais ce travail sur le trauma avec les personnes que t'accompagnes, comment ça se passe? Yes. Euh, déjà, c'est d'expliquer ce que le trauma est et ce que le trauma n'est pas. Donc le trauma, la définition simple, c'est tout ce qui est trop vite aussi. Ça peut être quelque chose qui est arrivé trop vite ou aussi quelque chose qui est arrivé trop peu d'ailleurs. On sait maintenant, et c'est intéressant parce qu'on a des études là-dessus au niveau vraiment des neurosciences maintenant, on sait que trop peu de disponibilité émotionnelle, de présence, etc., c'est un trauma et ça affecte voilà des zones comme l'hippocampe, l'amygdale, etc. dans le cerveau. Donc aujourd'hui, c'est intéressant, on a des études là-dessus. Euh, et puis ensuite de comprendre que la conséquence, c'est la dérégulation du système nerveux. Ok, c'est un système nerveux. La conséquence du trauma, c'est un système nerveux qui, moi j'utilise, enfin c'est pas mon image l'échelle polyvagale, mais c'est l'image de Deb Dana. L'échelle polyvagale, tu sais, avec le ventral qui est en haut, et donc on n'arrive pas à Ouais. remonter en fait, à retrouver notre chemin vers le ventral. C'est un système nerveux qui reste coincé entre le sympathique et le dorsal parce qu'il est dans un état de la neuroception. Ok, ce que capte le système nerveux, c'est ce danger permanent. Hmm. Et il y a mille raisons pour lesquelles ça peut être ça. Ça a pu être un foyer où bah voilà, il pouvait arriver n'importe quoi d'une minute à l'autre, tu vois, donc tu avais besoin d'être en hyper-vigilance tout le temps. Ça peut être des traumas de choc où il n'y a pas eu de somatic experiencing derrière et ça n'a pas été renégocié et du coup le système nerveux il est comme jamais redescendu, tu vois. Euh, Hmm. on parle vraiment de trois types de traumas. T'as les traumas de choc, donc les traumas de choc, c'est plus tout ce qui est somatic experiencing en termes de thérapie. Je le dis aussi pour les personnes si elles veulent aller Carrément, après ouais. en thérapie. Le trauma développemental, ça c'est plutôt tout ce qui est NARM, N-A-R-M, et puis le trauma développemental, on a vraiment besoin de travailler avec le toucher, c'est vraiment important. Donc le trauma développemental, c'est tout ce qui nous est arrivé en grandissant D'accord. dans nos années de développement qui, d'ailleurs, nos années de développement durent jusqu'à l'âge de 26 ans, hein, parce qu'on sait que le cortex préfrontal, il n'est pas tout à fait formé jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc, il y a des choses, on peut Ok. se dire, ah, j'étais adulte, mais en fait, c'est encore dans nos années de développement, quoi, dans nos années de formation. Euh, et puis le stress chronique. Ça, c'est le troisième Hmm. type de trauma, c'est le stress chronique, parce qu'en fait, le stress chronique, il mimique constamment une menace. Tu sais, et aujourd'hui, il y a quelque chose de terrible là-dedans, c'est que il y a du stress chronique quasiment partout, et physiquement, souvent, on peut rien y faire. Tu vois, physiquement, comment tu te bats contre une boîte mail trop pleine, tu vois, comment tu te bats contre ou comment tu fuis des chiffres dans un compte en banque, tu vois, tu peux pas fuir, tu peux pas combattre, sans parler des infos, des informations télévisées, tu vois, qui t'amènent genre plein de trucs que t'as même pas toi dans ta vie, pour lesquels t'es complètement impuissant. Et pourtant, tout ça, ça t'arrive, tu vois, constamment. Et donc, ça demande, et ici, c'est peut-être un peu de travail de mindset aussi, et puis d'être un peu a rebel with a cause, tu vois, genre rebelle, c'est de se préserver au maximum de plein de choses qu'on nous propose, tu vois. Ouais. Il y a un moment donné où la régulation du système nerveux, elle implique une petite révolution. Mais c'est sûr, et je rebondis un peu sur ce dernier point, je pense qu'on vit dans un monde où notre cerveau n'est pas câblé pour autant d'informations, tu vois, avec les réseaux sociaux, les emails, la vitesse où toute l'information va. En fait, pour moi, il y a un vrai sujet de se préserver de tout ça, comme tu dis, tu vois, contrôler son temps sur les réseaux sociaux, ce qu'on consomme, le temps sur le téléphone, tu vois, aussi se préserver aussi des informations. Moi, franchement, c'est quelque chose que j'ai fait il y a une dizaine d'années, la diète médiatique. Tu vois, je m'intéresse à plus rien du tout. Je veux dire, volontairement, je ne lis plus les journaux, les news. J'avais lu ça dans un bouquin de Tim Ferriss, j'avais trouvé ça génial. Et franchement, ça fait un bien fou. Alors des fois, tu vois, on me parle d'un truc, je suis pas du tout au courant. Ah, c'est qui le ministre de l'écologie, de machin, de trucs. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais ça amène, je trouve, une clarté, une tranquillité d'esprit de se passer en fait de toutes ces infos. Donc des petites choses comme ça, pareil sur les réseaux sociaux. Là récemment, j'ai mis un bloqueur de temps sur mes réseaux sociaux sur des plages horaires, tu vois. Typiquement soir, matin.
Et pour le débloquer, ça s'appelle une app, ça s'appelle AppBlock. Et pour débloquer, t'es soit obligé d'attendre 10 minutes, soit brancher ton téléphone au chargeur. Des petits trucs comme ça, tu vois, parce que pour moi, en fait, la technologie, elle est presque plus forte que nous là-dessus. Donc, si on se prémunit pas, tu vois, de préserver son attention face à ça, en fait, tout est fait pour qu'en fait, on soit addict aux réseaux sociaux, tu vois, c'est un vrai sujet. Mais toi, comment tu fais d'ailleurs par rapport à ça en tant que entrepreneuse, t'es très active sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu fais pour, voilà, continuer à monter une belle activité tout en préservant aussi ta santé et cette sursollicitation que tu peux avoir? Il y a deux choses. Moi, il n'y a pas de consommation. Ça veut dire que je fais que de la production sur les réseaux sociaux. Quand Hmm, je suis sur Instagram, par exemple, c'est pour publier ou c'est pour répondre aux messages privés. Peut-être que je regarde les trois stories qui sont là, tu vois, mais c'est tout. Je regarde jamais le feed, je regarde jamais. Donc ça va être ça. Ou je vais consommer quand je veux aller chercher quelque chose de spécifique. Moi, Instagram, par exemple, c'est devenu mon moteur de recherche. Tu vois, si je veux trouver des bons restos quand je suis, tu vois, j'étais à hmm, Athènes il y a pas longtemps. Voilà. Mais je l'utilise comme j'utiliserais Google, tu vois. Donc je le ok. considère pas vraiment comme un réseau social à cet endroit-là. Euh, et puis la deuxième chose, c'est de préserver le fun. En fait, pour moi, tu vois, c'est de préserver le plaisir. Moi, je suis super, je suis pas trop douce à dire ça. Je suis authentiquement curieuse des gens, tu vois. Et parfois les personnes, c'est un peu, tu vois, moi je meurs d'envie de te retourner la question de comment tu es arrivé à faire ce que tu fais là, tu vois, parce que j'aime bien parler de moi, mais de découvrir. Et parfois les personnes, elles sont en face de moi, elles ont un peu l'impression d'être un interrogatoire, tu vois, parce que je suis là, ah t'habites où là, qu'est-ce que tu fais, Je waouh, comprends. je suis vraiment. Et du coup, pour moi, les réseaux sociaux, ça nourrit cette part de moi beaucoup, tu vois, Hmm, parce que je vais connecter à des gens, je vais connecter à des personnes que je connais pas, même si voilà, c'est pas de la connexion, bon, face to face, malheureusement, hmm, mais ça nourrit beaucoup, beaucoup cette part de moi, donc je sens que c'est ok, tu vois, mais voilà. Après, je suis complètement humaine. Parfois, je me laisse prendre aussi, tu vois. Parfois, tu vois, je vois mon pouce aller sur l'icône Instagram alors que j'ai absolument rien à y faire. Et ça, c'est très intéressant. Je me suis super attrapée là-dessus. C'est quand j'ai besoin d'une pause. Quand j'ai besoin d'une pause, je me vois aller sur les réseaux. Ou tu sais, quand je suis un peu fatiguée, que mon cerveau, il peut pas vraiment rien faire d'autre que scroller, tu vois. Et là, je m'attrape très très vite maintenant. Je dis non, non, en fait, ça, c'est pas du repos. Donc, j'essaie de fermer les yeux. Je vais faire autre chose. Je vais me faire un thé vert. Enfin, ouais. hmm, C'est... Ouais, s'il y a d'une mindset, c'est à cet endroit-là. C'est une Mm. vraie attention que t'as conscience au quotidien, quoi. Bah, Et, si tu veux, pour moi, je peux pas produire ce que je produis. Et je crois que tu sais, être entrepreneur et commencer à connaître le succès, tu vois, là, c'est pas un truc d'ego ou commencer à se faire mousser ou quoi, mais il y a une, j'aime pas dire ma communauté, une communauté autour du système nerveux puis autour de ce que je partage qui grandit. Voilà, de plus en plus de personnes qui veulent travailler avec moi et tout. J'ai une immense gratitude pour ça. Et avec ça vient une responsabilité, tu vois. Avec ça, hmm, et si je veux continuer à faire grandir cette activité, à continuer à partager ce travail autour du système nerveux, qui, je pense, est honnêtement le seul qui va être salvateur pour ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, tu vois, je me prends pas au sérieux, mais je prends le travail que je fais au sérieux. Et hmm, avec ça vient une hygiène de vie, tu vois, qui est juste hyper importante. Et enfin, t'as lu Tim Ferriss, moi aussi j'ai lu Tim Ferriss, t'as dû lire peut-être Ryan Holiday, enfin plein d'entrepreneurs vraiment à succès. Euh, ils sont hyper sévères envers eux-mêmes là-dessus, tu vois. Enfin, Robin Sharma et tout ça, se lever à 5 heures du mat, ce que tu veux. Enfin, on a, je ne crois pas qu'on a besoin de se lever à 5 heures du mat, mais c'est une bonne illustration de tu dois. Moi, il y a énormément de discipline, tu vois, et peut-être que ça me vient hmm, de mes gènes allemands, tu vois, mon père qui est allemand, peut-être que ça me vient des études de droit, j'en sais rien, mais j'ai mon mari parle toujours d'éthique de travail, tu vois, moi j'ai une éthique hmm. de travail immense, en fait, juste immense, et je ne peux pas avoir cette éthique de travail-là si j'ai pas la discipline au niveau de ma physiologie, si j'ai pas la discipline dans l'hygiène de C'est vie. essentiel. Ça va ensemble. Hmm, c'est essentiel. Donc, mm. Et parfois, j'avoue, j'ai envie de secouer un peu les entrepreneurs là-dessus. À quel niveau le fait de ne pas avoir la discipline de te dire à côté les Ouais, routines ouais. pour prendre soin de soi et compagnie?
Tu sais, moi, à côté de ça, j'ai une activité dans doTERRA aussi, donc j'accompagne énormément de femmes qui se lancent, tu vois. Et peu importe que ce soit l'entrepreneuriat classique, que ce soit le marketing de réseau, c'est de l'entrepreneuriat. Si tu veux réussir, tu dois bosser, en fait, et tu dois Hmm. avoir une discipline, tu dois avoir des routines. Et je te dis pas comme c'est tellement difficile pour plein de personnes. Donc moi, voilà, je suis toujours dans. J'essaie d'être dans une douceur sévère quand je suis dans ce rôle-là de coach plus business, tu vois, que j'ai aussi dans mes Hmm. activités annexes et que j'adore par ailleurs. Et tu vois, Rachna Shashi, auprès de qui je me suis formée en nutrition holistique, c'était très à l'indienne. Tu sais, les Indiens, genre, ça rigole Ça pas, hein. rigole pas. Tu vois, ça peut être un peu dur même parfois, mais cette femme, elle était incroyable pour moi parce qu'elle m'a appris cette bienveillance juste inconditionnelle et en même temps, je sentais, tu vois, qu'il n'y a pas de place pour mes excuses. Il n'y a pas de place pour mes excuses, Hmm. il n'y a pas de place pour du bullshit, il n'y a pas de place pour lui faire perdre son temps, tu vois. Et en même temps, elle me dit tout avec amour, avec bienveillance, mais voilà, il y a cette discipline qui est là, tu vois. Et moi, je- quand tu coaches des entrepreneurs, pour moi, c'est ça qu'on a vraiment besoin d'incarner, quoi. Mm. C'est Hmm. peut-être un peu, on est parti sur une tangente, Non, non, mais mais c'est ouais. super. Non, non, mais c'est super intéressant. Je savais pas que tu avais cette casquette-là aussi où tu étais coach et mentor pour d'autres femmes ou d'hommes qui se lançaient. Euh, c'est super intéressant. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent chez ces personnes que tu accompagnes, des entrepreneurs et alors ça peut être des erreurs par rapport à du mindset, ça peut être par rapport à l'hygiène de vie, ça peut être par rapport à autre chose. Qu'est-ce que tu vois le plus souvent vu qu'on est sur un podcast, il y a pas mal d'entrepreneurs aussi et coachs qui écoutent. Ouais. Euh, la partie immergée de l'iceberg, c'est le manque de discipline. Tu vois, moi je trouve. Mais je sais que c'est que la partie immergée de l'iceberg. Après, tout ce qu'il y a en dessous, c'est nos saboteurs, etc. Hmm. Il y a ça, et il y a le manque de concentration, mais dans le sens, le manque de focus. Tu vois. Et Hmm. moi, j'ai fait ça au début. Dans mon activité doTERRA, par exemple, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, moi, j'ai fait la sauterelle pendant 2 ans. Et dans mon activité de coach de santé aussi, tu vois. Ah, je vais faire un peu de ci, un peu de ça. Et puis avec, tu vois, mon activité dans les huiles essentielles, tiens, arrive la rentrée, on va faire un back to school, arrive l'hiver, on va faire l'immunité, tu vois. Donc, tu fais tout et rien à la fois. Et en fait, tu fais ce qui te fait plaisir, tu vois. Et oui, il doit y avoir du plaisir, absolument. Et moi, j'adore ce que je fais, tu vois. Et, c'est toujours la même chose, c'est pas mais, c'est et on doit se concentrer, on doit se focuser. Donc ça a été, pour moi, ça a été super difficile, tu vois. Quand j'ai quitté un peu la santé, puis tout ce qui était maladie chronique, tu vois, il y avait une part de moi qui était, oh my god, tous ces gens qui vont aller voir et tout. Et tu vois, ça a été d'accepter qu'il y a d'autres naturaux, coachs de santé et tout, qui traitent des maladies chroniques qui sont exceptionnels et ils vont aller voir ces gens-là et c'était bon. Mais il y avait une part de moi qui avait vraiment l'impression de les abandonner. Mais du coup, ce que je veux dire Tu là, peux il y revenir a, un tu peu sais, sur cette phase parce que yes, parce que super intéressant cette phase-là et je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont une activité. Et moi, ça m'intéresse aussi personnellement parce que je te disais que j'étais un peu dans cette phase-là. Qu'est-ce yes. Quelle était la Camille d'avant, ton positionnement, de quoi tu parlais, qui tu accompagnais, à la Camille d'aujourd'hui que tout le monde connaît, comment ça s'est passé cette C'est transition? cette phase que tu décris, moi, je l'appelle ça le drame de la niche, tu vois, de niche drama. C'est parce qu'on se fait tout un drama autour de ça, tu vois. Hmm. En fait, la Camille d'avant, elle avait aucune idée de qui elle accompagnait. C'est ça surtout. Et du coup, il y a un truc de tu te laisses juste porter par le vent. Ah bah cette personne vient à toi super, cette personne vient à toi super. Et tu vois, je disais des choses comme les gens veulent ça. Alors les gens, c'était une seule personne, tu vois. Donc et du coup, je me retrouvais à faire que du personnalisé tout le temps. Donc ça, c'était une première chose. Et honnêtement, quand on me parlait de choisir ta cible, de genre craft your message, genre créer ton message et tout, tu vois, mais moi j'avais aucune idée. J'étais là, mais comment je sais, enfin comment je la trouve ma cible, comment je vais faire bien. C'était un peu, j'avais l'impression de me retrouver dans la situation où quand j'avais ma start-up, on me demandait de faire mon business plan, tu vois, où c'était que des Hmm. prévisions, mais en fait t'avais aucune idée de ce qu'allait se passer, tu vois. Euh, donc c'était vraiment super dur. Et puis après, en fait, j'ai vraiment décidé, je me suis dit, bon, bah, ok, le point commun que je vois c'est chez tout le monde, c'est le stress chronique et l'anxiété, je vais me spécialiser là-dedans, tu vois. Et c'était pas vraiment une décision que de la tête, parce que c'était ce que moi j'avais vécu,
Et ce qui était encore en process, parce que, enfin, vraiment, quand j'ai choisi de me spécialiser dans l'anxiété, j'étais encore carrément en proie à l'anxiété. Et souvent. Et du coup, une partie du chemin aussi de ça, ça a été juste de partager mon expérience. Et je me suis dit, je vais partager mon expérience. Et là, ça a été très fort parce qu'il y a eu plein de personnes et honnêtement, bon, ça, tu vois, je pensais pas, mais plein de personnes qui m'ont dit, oh, je me retrouve tellement dans tes mots, j'ai l'impression que tu parles de moi et tout ça. Et là, tu te rends compte comme l'expérience humaine, elle est assez universelle finalement. Donc, c'est ça le drame de la niche, mais je peux revenir là-dessus, mais je vais terminer avec ce manque de focus dans le sens où moi, ma stratégie aussi, une fois que j'avais trouvé ma niche, ça a été de dire, je me concentre sur une chose, un produit, et c'est tout. Et Arise, là, c'est la 6e édition. Je fais 2 éditions par an. Donc tu vois, ça fait quasiment 3 ans que je fais ce programme-là. Pendant les 2 mois entre les 2 éditions où je suis pas en train de run the programme, je tourne des vidéos, je fais des améliorations, je reviens sur le produit. Honnêtement, je vais te dire, c'est ennuyant, ce travail-là. C'est pas genre hyper excitant, amazing et tout, ce serait beaucoup plus excitant et il y aurait beaucoup plus d'adrénaline de recréer un produit, de recréer une nouvelle offre, de refaire un... Honnêtement, j'aurais plus de fun à faire ça. Mm. Mais, mais le cercle vertueux, c'est une offre puis sans cesse revenir et sans cesse l'améliorer et sans cesse l'améliorer. Et je trouve que à cet endroit-là, il y a énormément d'entrepreneurs qui perdent leur focus parce qu'il y a ce message de ah bah si t'es pas dans le plaisir, c'est que tu dois pas être en train de faire la bonne chose. Non, no way. Mm. Euh, trouve quelque chose que tu aimes et tu travailleras jamais de ta vie. Oui, et dans ce que tu aimes, il y a des choses que tu vas pas aimer et ça fait partie du package en fait. Donc là, tu vois, on revient Mm. à toujours s'écouter, etc. Il y a des choses qui font partie du package. Moi, j'aime pas trop l'administratif, mais ça fait partie du package d'être entrepreneur, tu vois. Donc C'est dans ce clair. cas-là, Mm. si je fais tout le temps ce que j'aime, en fait, je mets la clé sous la porte, je reviens dans le salariat, j'aurai moins d'administratif. Donc non, c'est vraiment se focuser. Et puis pour moi, c'est un engagement envers les personnes aussi, tu vois. Moi, je suis toujours engagée auprès des premières personnes qui ont fait Horizon et je leur ai donné l'accès à mon Horizon 6, qui, je peux te dire, elles n'ont pas du tout payé le même prix, parce que c'était beaucoup moins cher avant. Et pourtant, je leur donne l'accès. Et pourtant, tu vois, pour moi, une fois que t'es dedans, tu vois, il y a Ouais, une super. loyauté immense. Une loyauté immense. Et pour moi, je dois ça aux personnes, de constamment revenir sur les choses, m'améliorer, surtout qu'en plus, le système nerveux et le cerveau, on découvre tout le temps des nouvelles choses Il y a là-dessus. toujours de Donc, quoi. C'est clair. je dois, voilà, je dois être malléable aussi là-dessus. Donc, yes, focussez-vous. Focussez-vous. Et Mm. pourquoi on n'arrive pas à se focuser aussi? Parce que ce que tu disais, maintenant, on a le attention span d'un poisson rouge à cause des réseaux sociaux et Bah, tout c'est ça. Donc, ça. c'est très difficile et vous allez devoir aller contre votre physiologie, mais vous devez vous concentrer, faites ce que vous voulez, mettez de la musique en 432 Hz, vous devez avoir des moments de focus, vous devez avoir des moments de deep work où vous travaillez sur les choses. C'est vraiment super important. Et moi, je vais te dire, hein, j'ai l'impression d'être un peu une hypocrite à vous dire ça, parce que enfin, de faire ça, ça a été super difficile pour moi. J'avais l'impression d'éteindre des feux partout, tu vois, dans mon activité, parce qu'il y avait 10 000 choses différentes. Enfin, c'était vraiment une activité anxiogène, tu vois, pendant longtemps. Mm. Et ouais, ouais, Super. mais c'est vraiment super important. Je te rejoins. T'as commencé directement par de l'accompagnement de groupe, du coup, avec ton programme Arise ou... Non, c'était que de l'individuel au début. Et puis en Ok. fait, ça s'est créé comme ça que tout ce que je répétais tout le temps pendant les séances, j'ai commencé à le mettre par écrit en vidéo. Pour pas avoir. En fait, au début, c'était pas plus parce que ça me saoulait, tu vois. C'était pas, je vais Mm. faire un programme. C'était en mode, bon, maintenant c'est bon, j'en ai marre d'user ma salive, tu vois. Et puis je voyais, ok, ça c'est des points communs, donc j'ai commencé à créer des petites vidéos autour de ça. Et en fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, tu vois. Mm, Ok. mm. Très clair. Ouais. Mais ça Et... demande, par contre, ça demande, tu vois, j'aurais pas pu. Pour moi, c'est un temps incompressible. Ça veut dire que 3 ans, j'aurais pas pu le faire plus rapidement parce que ça, là, le programme où il est aujourd'hui, ça demande une immense connaissance de l'expérience des personnes, de qu'est-ce qui se passe pour elles pendant les 4 mois, avec quoi elles arrivent, avec quoi elles repartent. Tu vois, j'ai fait des interviews des personnes à la fin du programme aussi et j'en fais encore à chaque fois. Au moins 5, 6 interviews, tu vois, encore maintenant. Ça me permet à la fois d'avoir des témoignages puis d'avoir du retour. Donc, c'est... Non,
enfin, c'est énormément de travail qui va là-dedans. Puis je suis pas toute seule, hein. C'est ma sœur et mon mari qui m'aident aussi sur toute la Ok. partie technique. C'est pas moi qui fais le montage des vidéos et tout. Donc il y a même pas le travail que d'une seule personne qui va là-dedans. Ouais. C'est, honnêtement, parfois je me retourne et je me dis c'est titanesque, tu vois. Mais pour moi, je sais pas, Mais j'ai toujours mais eu c'est chouette ce que tu as monté en tout une cas exigence. de. Mm, Ah, mais mm. c'est chouette. Mais en tout cas, je pense que tu as aussi la rétribution aussi de tout ce que tu donnes à ta communauté parce qu'aujourd'hui, bah, ton programme, bah, tu me disais qu'il cartonne, que tu as du monde, les Yes. promos sont pleines. Donc, franchement, c'est génial. Et je Yes. pense que tu as le fruit aussi de tous tes efforts. Donc c'est top, c'est chouette. Donc, tu as mis, pour resituer aussi, parce que ça, c'est un truc, je trouve, qui est super important quand t'es entrepreneur et ça, c'est l'effet de comparaison où tu vois les autres qui réussissent, tu te dis, ah, ok, bah, elle a l'air de cartonner, machin. Mais ce que tu sais pas, c'est que Camille avant, bah, elle avait déjà monté une start-up. Euh, Après, elle avait commencé en coaching individuel, si j'ai bien compris, sur santé holistique, elle accompagne un peu tout le monde, avant de lancer Harris. Donc au final, tu as eu déjà plein d'expériences avant qui t'ont permis d'affiner un petit peu ton modèle, comprendre aussi comment on entreprend. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on pense que bah il y a des gens qui cartonnent, qui font, mais en fait, ça vient pas de nulle part. Souvent, il y a eu 7 8 ans de business raté, d'itération, de pivot. Et c'est bien de le rappeler parce que on oublie souvent ça. C'est C'est hyper important et c'est la même chose partout. Tu sais, moi, dans le marketing de réseau avec doTERRA, c'était la même chose. Quand j'ai commencé, je me comparais à des personnes qui étaient là depuis 7 8 ans. Et je parle de ça en particulier parce que dans le marketing de réseau, il y a un narratif qui est très prégnant, c'est tout le monde peut le faire, tu vois, parce qu'on te donne le produit, Hmm. etc. En gros, tout le monde peut le faire. Mais il n'empêche que tu dois monter ton activité, tu vois, peu importe. Donc, et puis tu te rends compte que les personnes qui, ces personnes que je regardais qui ont réussi, tu vois, après j'ai appris, ah bah tiens, elle avait 3 boulangeries qui étaient les boulangeries les plus successful de Californie, tu vois, et 40 employés, donc en gros elle était déjà Ça aide un entrepreneur. peu. Cette autre, elle avait travaillé pendant 10 ans chez Starbucks, a développé l'expérience Starbucks, tu vois, donc elle avait une bonne idée de ce que c'est l'expérience client, etc., etc., tu vois. Évidemment, on arrive toujours avec notre bagage et yes, moi, ça a été ouais, presque 5 ans d'entrepreneuriat vraiment pas successful et avec des mois à 800 euros avant, où vraiment j'ai serré les dents. Mais j'ai toujours fait ce choix de me mettre le moins possible en stress financier. Ça, c'est une erreur que font les entrepreneurs aussi, c'est qu'ils se mettent en stress financier et mettent tous les deux dans le même Hmm. panier. Et pour moi, c'est une grande erreur. J'ai toujours je fais le choix, même quand il y a eu des périodes vraiment un peu chaudes, mais tu vois, une période là justement, c'était fin de la première vague là de Covid, où les choses elles étaient assez incertaines. Moi, je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent. Le coaching de santé, tu vois, c'était balbutiant et tout. Avec Mathis, lui, il est entrepreneur aussi, mon mari. On a vraiment eu ce truc. On s'est dit bon bah ok, on déménage en Slovénie parce que j'étais en Italie à ce moment-là, puis mon loyer me coûtait 850 euros. Enfin, tu vois, c'était beaucoup trop pour les Hmm. coûts que j'avais à l'époque. On a déménagé en Slovénie parce que lui il est slovène, où les coûts de la vie étaient beaucoup moins chers, donc on a réduit nos coûts au max, en fait, pour pouvoir continuer à bosser sur nos projets. On a mis notre tête dans le guidon et on a continué à bosser, en fait. Hmm. Et voilà, en étant sans se poser la question de si on allait pouvoir payer à manger ou payer le loyer, on était quand même large là-dessus parce qu'on avait fait ce choix-là pour pas être stressé. Mais yes, ça va demander des sacrifices, ça va demander, voilà, lui, il était endetté de 25 000 euros, moi j'étais endetté de 30 000 euros de mon autre start-up. Enfin, il y a eu des moments où La c'était un totale. peu, genre, pas super fun, tu vois. Mais voilà, et on a besoin de, et je pense que ça c'est, tu vois, ça c'est une question plus de croyance et de mindset aussi, mais t'as besoin de croire avant de voir, en fait. J'ai plein d'entrepreneurs que j'accompagne aussi. Ah oui, mais tu sais, dans le marketing des réseaux, on recrute aussi, on Hmm. crée son équipe. Ah, mais moi, je peux pas créer mon équipe avant de moi-même faire ça et tout. Non, enfin, si, parce que t'as besoin de croire avant de voir. T'as besoin d'avoir ce belief avant, en fait, et après, ça va venir. Hmm. Mm, C'est super mm, important. C'est super mm. important et je pense que ça se sent. Tu vois, si toi tu crois à moitié ce que tu fais, dans ta communication, ça va se sentir. Tu vois, quand t'es hésitant, ça se sent. Euh, et du coup, en fait, ton audience, elle va pas être attirée dans ce que tu es en train de proposer. Et tu vois, ça me fait penser à ça récemment à une initiation à l'hypnose.
On a eu dans ma formation en naturo chez Pierre Dufresne, on a eu quelqu'un qui est venu parler, qui est un médecin urgentiste, qui nous a fait une initiation à l'hypnose, hypnose de spectacle. Il nous a appris comment est-ce qu'on hypnotise quelqu'un. Génial. Et il nous expliquait un peu le rouage. Et un des premiers trucs, c'était ça. C'est, tu vois, c'est mettre les personnes en confiance. T'arrives, bah, ils s'attendent à voir quelqu'un qui va les hypnotiser, donc un style un peu mesmer, en costard, bien habillé, confiance en soi, à balle, et du coup, bah, faire tout comme si, tu sais, c'est cette espèce de truc-là où la prophétie autoréalisatrice qu'on dit souvent en entrepreneuriat, en fait, c'est que t'arrives et tu mets les gens en confiance, même si tu sais qu'à l'intérieur, bah, c'est peut-être pas aussi confiant que ça pourrait l'être. Donc, t'as ce truc-là où c'est hyper important de jouer ce jeu-là. Parce qu'en fait, si de base, t'es moyennement sûr de ce que tu fais, en fait, les gens, ils vont dire, OK, ben, je vais voir quelqu'un qui est à peu près sûr de ce qu'il fait. Mais pour autant, t'as ce truc-là aussi de juste milieu on en revient au système nerveux, ma capacité aujourd'hui, elle est de faire quoi? Parce que, exemple, tu te lances, imaginons que je sais pas, t'es coach, tu sais pas comment te lancer, t'as envie de faire une conférence ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu vas commencer par une conférence devant 5 personnes. Et peut-être que tu feras 15, 20, 50 plus tard. Donc c'est aussi ce truc-là de bien se connaître et de connaître, tu vois, on en revient au système nerveux, sa capacité du moment par rapport à son énergie et par rapport à son état d'avancement. Donc c'est jamais blanc ou noir en réalité. Absolument. Et en même temps, tu sais, on voit beaucoup maintenant, je sais pas quoi, lancer son activité en 3 jours, nanana, et je pense que c'est super toxique, moi, ces messages-là, parce que t'as besoin de C'est formation clair. solide aussi, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit, voilà, tout le monde, leur canari, leur chat, leur chien se lancer dans le système nerveux, dans la naturopathie, dans la santé naturelle, dans tout ce qu'on veut, tu vois. Et il y a, voilà, plein de choses qui sont pas très sérieuses aussi, euh, malheureusement. Mais donc ouais, c'est ce juste milieu, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais attendu d'avoir fini des formations et tout pour me lancer, honnêtement. Mais je me lançais dans le Pareil. sens où, tu vois, je me souviens en nutrition holistique, je prenais mes chapitres et je disais, oh, qu'est-ce que je peux partager? Et puis j'en faisais Hmm, un post sur les réseaux sociaux, tu vois. Et comme ça, bah, je commençais à créer aussi ma communauté. Donc on n'a pas besoin d'attendre, d'avoir tous les certificats en main, etc. Et en même temps, on doit les faire, ces formations. Donc encore une fois, c'est les deux, tu vois, pour moi. C'est vraiment, vraiment les deux. exactement. Ouais. Exactement. Je pense que c'est un équilibre. Moi, j'ai toujours fonctionné aussi comme toi. Je pense que ces types de profils, c'est que tu as besoin de partager aussi, mettre dans l'expérience, dans le concret pour apprendre. Moi, je sais que c'est comme ça que j'apprends. Et je pense que ça, c'est l'entrepreneuriat qui t'apprend aussi ça. C'est que c'est en faisant les choses, en faisant des erreurs de jugement, d'expérience que tu apprends. Et c'est là où tu ancres vraiment, en fait. Tu passes c'est de l'info à de la connaissance, ça, c'est de l'expérience et c'est un jugement. Euh, et c'est vrai que je pense que, j'en parle souvent sur ce podcast, en France, on est dans ce syndrome un peu du premier de la classe où on est beaucoup dans la théorie, beaucoup dans la connaissance, et en fait, dès qu'on dès qu'on sort de ça et qu'il faut aller dans le concret, ben, on n'est souvent pas très bon. Et alors qu'aux États-Unis, il y a vraiment cet état d'esprit-là c'est en se trompant qu'on devient meilleur un petit peu chaque jour, quoi. Et c'est super inspirant, en fait. Et il y a un vrai travail, à mon sens, dans l'éducation, à l'école, d'apprendre ça. Tu vois? Et je pense que ça éviterait pas mal de dramas, de dérégulation du système nerveux, etc., etc. De pas en faire un drame quand on se trompe, on fait une erreur, on a redoublé, c'est une catastrophe. Euh, tu vois? Ouais, Ça éviterait beaucoup de honte toxique, ça c'est sûr. c'est C'est clair. sûr. Ouais, aux États-Unis, bon, ça c'est assez connu dans le milieu des startups. Il y a la FailCon depuis quelques années, c'est la conférence sur les échecs. Donc c'est plein Ah, ok, je d'entrepreneurs qui connaissais viennent pas. raconter, Ok. leurs échecs parce que yes, je sais pas si on apprend plus des échecs que des réussites parce que les réussites elles viennent avec plein Hmm. de challenges aussi. Je suis dedans en ce moment quand tu arrives à un certain niveau. Après Hmm. dans l'entrepreneuriat, il y a plein de structurations à faire, de décisions à prendre et tout, donc on apprend beaucoup aussi sur le tas, mais on apprend au moins autant
de nos échecs que de nos réussites. Et donc, la démarche, puis le postulat de cette conférence, c'est ça, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Même dans les startups, maintenant, pour avoir des investissements sérieux, faut avoir, je sais que par exemple, en Israël, aux États-Unis, ils sont plus comme ça, où faut avoir planté des startups avant, tu vois. Bah ouais, Si t'as pas planté au moins un ou deux business avant, il y a personne qui te prend au sérieux. C'est le contraire, quasiment. c'est ça. Alors qu'en France, ça va être tout l'inverse. Ah, t'as planté des boîtes, bah non, on te prend pas. Alors qu'aux États-Unis, ils ont compris que c'était justement un critère plutôt de future réussite, quoi. Absolument. Ah ouais. Absolument. Et toi, du coup, Yes. c'est quoi tes plus gros échecs en tant qu'entrepreneuse? Tes plus grosses leçons, du coup, la Mes plus grosses niche, a leçons. priori? La niche, absolument. Je déteste ça, mais de vraiment suivre les finances. Parce que moi, j'ai quand même, ouais, j'ai eu une start-up pendant 2 ans. J'étais jamais voir, j'avais pas de tableau de financier, de tableau de Hmm, pilotage, tu vois, enfin un truc. Mais juste parce que je savais pas comment m'y prendre et que personne m'avait appris et que tu vois, j'étais la petite là de 23 ans. Enfin, donc, ouais, ça, vraiment suivre les choses, regarder la data, regarder les statistiques, regarder hmm, les chiffres aussi, parce qu'on ne peut pas améliorer, optimiser ce qu'on mesure pas. Et c'est ça, clair. j'ai eu vraiment du mal, tu vois, avec ça, surtout, voilà, dans la santé holistique, tout ce qui est holistique, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais on peut pas améliorer ce qu'on mesure pas. Et donc là, moi, je suis en plein dans ce processus aussi dans mon activité, tu vois, de voir où est-ce que c'est pas optimal, d'optimiser à ces endroits-là, etc. Puis de vraiment, il a fallu que je change un peu mon mindset aussi là-dessus, tu vois. Maintenant, je me dis vraiment, c'est pour mieux servir les personnes, en fait. C'est pour être plus C'est efficace. C'est ça. pas juste pour mon gain personnel. C'est pour aussi juste que ce soit une machine qui soit bien huilée et que ça marche bien et que l'entreprise, elle soit calme aussi, tu vois. Là, il y a ma sœur qui m'a rejoint il y a pas longtemps. Je veux pas qu'on travaille dans l'urgence tout le temps, dans la dernière minute. Et pour ça, il faut qu'il y ait une structure Hmm, qui soit bien en place. Je crois que c'est vraiment ça. Et puis de pas avoir, et ça c'est à la fois dans ma start-up avant, à la fois dans le marketing de réseau, de pas avoir osé tester les gens, tu vois. De oui, oui, je le sens bien et tout, au lieu de juste donner un assignment, tu vois, genre un devoir en fait à la personne, enfin une mission, tu vois, à la personne et voir comment elle le fait, tu vois, tester hmm, avant de m'engager, avant de collaborer, avant de, tu vois, parce que je me suis mal associée plusieurs fois. hmm. Ouais, au niveau des collaborateurs et ça rejoint aussi écouter mon intuition quand j'ai des red flags sur un client, parce que je peux pas travailler avec tout le monde. Et à chaque fois que j'ai pas écouté, à chaque fois que j'ai pas écouté le red flag, Ah ouais, ça c'est la ça a pas classique, été ça. derrière. C'est Donc, la classique, ça. yes, yes, C'est la ouais, classique. Moi, c'est un point aussi sur lequel je te rejoins aussi. Souvent, quand j'ai des intuitions avec des red flags, et puis après, je me dis, ah non, mais ça va le faire. Souvent, ta première intuition, elle est bonne là-dessus. Donc ça, c'est un très bon conseil. Et par rapport à ce qui ne se mesure pas, ne s'améliore pas, est-ce que c'est d'ailleurs, tu le mettais un peu en opposition à la santé holistique? Est-ce que dans tes programmes, est-ce que tu utilises une certaine mesure? Je sais que tu as ton test pour mesurer l'anxiété qui est plutôt qualitatif, mais est-ce que la mesure a sa place dans la progression? Comment est-ce que tu fais pour que les gens t'accompagnent, tu peux suivre un peu leur évolution et qu'ils puissent voir que bah, des fois, tu sais, tu te rends pas compte que tu progresses dans une certaine mesure, alors qu'en yes. fait, t'as fait un chemin de dingue ces derniers mois, quoi. Ouais, alors ça c'est vraiment intéressant. Je leur demande eux-mêmes de faire, tu vois. Moi, j'aime bien juste utiliser l'écriture. Alors, l'écriture, c'est pas l'écriture de d'écrire dans un journal, enfin, dans le sens de j'écris dans mon journal, mais l'écriture pour garder une trace, tu vois. Par exemple, tout ce travail sur les ressources, tu vois, je leur dis, écrivez, vous allez revenir dessus constamment, vous allez le faire évoluer. Euh, et ça, c'est un travail que je fais, mais c'est plus un travail de coaching que je fais. Je pourrais pas dire que, tu vois, j'ai un tableau où je mesure, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de Mm. métriques, tu vois, dans ce travail-là. À part ma digestion va mieux, etc., mon sommeil va Ouais. mieux, tout ça, c'est des métriques très, oui, oui, absolument, très concrets. Et d'ailleurs, ça serait intéressant de faire un petit questionnaire de santé physique aussi à la fin. Je le fais pas, mais ce serait intéressant. Mm. Tu m'as donné une idée. Euh... non, mais tu vois, c'est important de parler des choses. Ouais. Euh... Mais je te Et dis par ça contre, parce que en je te, coaching.
vois. Je te dis ça parce que typiquement, moi, en respiration, je le fais. Alors, sur des coachings 100% respiration, tu vois, je fais passer des tests respiratoires pour que les gens puissent se Ok. jauger, le temps d'apnée facile, combien de temps il faut une amplitude maximum à l'inspire, à l'expire, est-ce qu'ils ont une respiration dominante abdominale, plutôt thoracique, plutôt sous-claviculaire. Et du coup, ça, je me rends compte que quand même si c'est toujours un peu biaisé, parce que c'est un test, ça vaut ce que ça vaut, c'est de la data, et puis ça évolue dans le temps. Mais c'est vrai que souvent les gens après, j'ai progressé 3 secondes, là je tiens plus longtemps. Et du coup, t'as ce truc-là où souvent ça permet aussi d'aller continuer des bonnes habitudes. C'est pour ça que je te posais la question. Alors c'est pour la respiration, là ça s'applique très bien parce que c'est de la physio, donc c'est très concret. C'est Mm. sûr que par rapport au système nerveux, c'est plus complexe. Alors je sais que t'as un test où tu peux, j'avais lu ça. Si tu veux savoir si t'as je crois que le système nerveux dérégulé, c'est pas tu prends quelques graines de sésame et tu les manges et tu vois la durée de digestion que tu vas avoir et ça permet de mesurer. J'avais lu ça quelque part. Je sais que t'as aussi pas mal d'instruments, tu sais, qui mesurent le HRV, tu sais, la variabilité cardiaque. Euh, Yes, absolument. ça, Ça, oui, j'avais c'est fait. une vraie mesure pour le coup. Ouais. Et ça, tu vois, typiquement avec les bagouras, ce genre de choses, tu peux mesurer. Toi, c'est pas quelque chose que tu utilises particulièrement pour toi ou Non, les gens que t'accompagnent? c'est pas quelque chose que je fais, mais la variabilité de la fréquence cardiaque, ça serait intéressant. Absolument, absolument. Enfin, c'est un matrix qui, oui, oui, vraiment reflète le système nerveux, yes. Non, enfin, moi, je le rappelle très, très régulièrement en coaching aussi parce que c'est un travail, j'aime pas dire de longue haleine parce que c'est pas dans l'effort comme ça, mais vraiment sur le long terme, tu vois. Et ce rappel constant de moi, je leur demande même pas juste de regarder les améliorations, mais de regarder juste les changements, juste les évolutions, en fait. Hmm. Ça peut être, tu vois, j'avais un système qui était à grande dominante dorsale, donc qui allait très vite dans l'effondrement, par exemple. Bah, je me rends compte qu'à une même situation donnée, où avant j'allais dans l'effondrement, bah maintenant je vais plutôt dans l'anxiété. Donc c'est pas positif en soi, mais Hmm. c'est positif parce qu'au lieu d'aller dans le dorsal profond, tu vas dans le sympathique. Donc on est déjà en train de remonter sur l'échelle polyvagale. T'es pas encore dans ta sécurité, mais il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Donc ça veut dire qu'à Hmm. un endroit, ça bouge. Et pour retrouver notre chemin vers le ventral, on doit de toute façon remonter par l'état sympathique. Donc juste, même rien que les changements, en fait, même sans parler d'amélioration. Et ça, c'est pas toujours facile, hein. Tu vois, c'est pas toujours Ouais, facile. bah oui, c'est clair. Euh, Mais nous, dans Rise, on célèbre le retour de l'anxiété, parce qu'on sait on est en train de revenir en sympathique, on est en train de sortir du figement, tu vois. Yes! C'est exactement comme, tu vois, quelqu'un qui sentait plus son pied, on l'a opéré et tout, les Hmm. premières sensations qui vont arriver, c'est de la douleur, et pourtant tout le monde est content, ça y est, il sent à nouveau son pied, tu vois, génial. Donc c'est exactement la même chose. Mm. Hmm. Génial. Ouais. Génial. Et du coup, je voulais rebondir sur un autre point. Toi qui fais aujourd'hui, c'est quasiment que du coaching collectif de groupe. Tu sais, souvent on entend ce truc-là j'ai encore vu ça sous un de mes posts la dernière fois. Le coaching collectif, c'est pas pareil que du coaching individuel. Qu'est-ce que tu penses de ça, dans le sens, toi qui as eu testé un petit peu les deux modèles, euh, qu'est-ce que t'en penses dans le processus d'accompagnement d'une personne, en comparaison Yes. par rapport aux résultats que tu peux avoir, Ouais. C'est pas pareil, absolument. Moi, je dirais à cette personne, vous avez raison, c'est pas pareil, c'est pas du tout la même proposition. Si ça va être d'aller travailler sur un trauma de choc en particulier, tu vois, j'ai eu un accident de voiture, je veux renégocier et tout, là, je vais dire aux personnes, allez faire une séance individuelle de somatic experiencing. Parce que là, tu vas être avec le thérapeute, tu vas travailler vraiment dans ton corps, ok, super intéressant. Pour travailler sur son système nerveux de façon générale, pour travailler sur les traumas, tout ce qui est trauma développemental, etc., je trouve le groupe super, super puissant. Et il y a énormément de personnes qui sont en thérapie qui gagneraient à être en groupe. Pour moi, hmm, c'est hyper complémentaire. C'est vraiment pas l'un ou l'autre, ou l'un te convient mieux que l'autre, tu vois.
pas du tout. Moi, je me mets dans des espaces de groupe et je me mets dans des espaces individuels parce que je sais que ça va pas du tout m'apporter la même chose. Le groupe, il est exceptionnel parce que le groupe, c'est un microcosme. Donc tout ce que tu retrouves dans ta vie, tu vas le retrouver dans le groupe. Donc tous tes mécanismes, tu vois, de ah, ça fait 2 fois que je passe dernière pour avoir la parole, tu vois. Et ça vient se contracter à l'intérieur de moi. Oh, hyper intéressant. Rien Hmm. que le fait d'être en groupe te fait travailler des choses, donc c'est extraordinaire. Et quand il y a du trauma, il y a de la honte. Tu sais, je t'ai parlé de la honte toxique. Quand il y a du Hmm. trauma, il y a cette croyance que je suis une mauvaise personne. Quand il y a du trauma développemental, il y a ça absolument. Et le groupe, il y a que le groupe qui peut venir réparer ça. Parce que tout ça, c'est des choses qui se sont faites en relation. Tout ce, tout ça. Pourquoi je pense que je suis une mauvaise personne? Parce que mes parents se disputent tout le temps et je pense que c'est de ma faute. Pourquoi je pense que je suis une mauvaise personne? Parce que je me suis fait harceler à l'école, etc. C'était quasiment tout le temps dans des relations interpersonnelles. Et du coup, ça va se réparer aussi en relation et ça va se réparer, mais d'une façon, quand tu viens te confier dans un groupe et tout ce que tu rencontres, c'est de la bienveillance, c'est de l'accueil, c'est de l'ouverture, mais ça vient réparer des parts à l'intérieur de toi, un truc, c'est une fusée, tu vois, en termes de guérison, c'est une fusée. Donc, ça peut être un peu difficile au début. Et moi, tu vois, c'est pour ça que dans le Rise, j'ai des petits groupes qui restent tout le temps les mêmes pendant les 4 mois pour Ok. qu'il y ait vraiment cette intimité qui puisse être là. Et j'ai une fois par mois un grand groupe où là, voilà, on se connecte tous, même les alumni, etc. Mais j'ai ces espaces en petits groupes parce que c'est ultra puissant, quoi. Mm, Hmm. mm. Je te rejoins, je te rejoins. Moi, je pense que les deux sont complémentaires. Et t'as vraiment cet effet aussi qui est intéressant, l'effet miroir aussi que tu peux avoir avec les gens à qui tu partages en fait. Et souvent, moi je trouve pour avoir fait, tu vois, des stages, des formations, des retraites, ça a toujours une saveur différente quand t'es en groupe. Et je trouve que ça t'apporte toujours beaucoup plus parce qu'au final, le lien que tu crées aussi avec les gens, avec un groupe, c'est souvent ça aussi qui te permet toi d'avancer sur ton chemin, comme tu disais, de guérison ou de développement personnel, quoi. Parce qu'en fait, on est des animaux sociaux. Donc, si on est tout seul dans son coin ou juste avec peut-être qu'une personne, c'est certes super utile quand t'as des problématiques très spécifiques ou t'as un objectif très spécifique et tu vas avancer dessus. Mais par contre, je trouve que le groupe, il a cet effet où, bah, tu vas beaucoup, enfin, tu vas plus loin, quoi, et ça te permet vraiment d'ouvrir aussi, de mettre du contexte par rapport à ce que tu rencontres, et ça peut vraiment te faire te comprendre qu'en fait, t'es pas le seul dans cette situation, tu vois. Absolument. Euh, Absolument. Mm. et J'ai c'est, j'ai un vas-y, livre à vas-y. la maison qui s'appelle Les clés de la santé aborigène, quelque chose comme ça. C'est un vieux livre, ça doit être un livre qui a été écrit dans les années 70, un vieux livre, je sais même pas où j'ai trouvé ce livre. Mais c'est intéressant parce que ils expliquent toute la guérison justement des peuples autochtones et tout ça. Et tu vois, ça passe par deux choses, c'est vraiment la communauté et la beauté. Donc toute Hmm. chose qu'on a beaucoup perdue dans notre société, tu vois. Mais eux, ils ont compris très tôt qu'on guérit en communauté, en fait. Et yes, enfin, je crois qu'il y a que ça à dire en fait, juste on Ouais, guérit en non, mais communauté. c'est clair, c'est clair. Et non, mais t'as raison de faire ce lien aussi avec les traditions millénaires, peuples autochtones, parce qu'en fait, si des fois il suffit de regarder dans cette direction-là pour comprendre aussi quels sont les process, en fait. Et des fois on a tendance à complexifier, mais il y avait beaucoup plus de liens sociaux, de comment dire, de rituels, voilà, de rites de passage, ce genre de choses, et que ça faisait partie du développement de l'humain, quoi. Et nous, c'est vrai qu'on a un peu perdu ça d'une certaine façon, et donc je pense que c'est essentiel de remettre de ce type de choses dans notre vie, quoi. De remettre du rituel, de remettre, parce que ce qui vient avec le rituel, c'est des points d'étape aussi, et avec les points d'étape vient, tu vois, une réflexion, tu vois, prendre un recul. J'aime bien Joe Dispenza, il dit c'est les moments où tu sors du bocal de ta vie, tu vois, t'étais dans le Hmm. bocal, puis d'un coup, tu vois le bocal, tu vois ce qu'il y a écrit sur l'étiquette. Ouais. Euh, il appelle ça les moments de métaconscience. Il dit qu'on a ça quand on a des chocs, quand on a des gros deuils aussi, mais on peut avoir ça quand on a des gros rites de passage, des grosses étapes dans notre vie aussi. Euh, donc yes, je pense que ça c'est vraiment, vraiment, vraiment Hmm. important. Bon. Mm. Yes. Moi, c'est quelque chose où je prends vraiment le temps. La clôture des 4 premiers mois aussi du programme, c'est quelque chose que, voilà, on prend vraiment le temps de clôturer. On prend vraiment le temps d'arriver aussi. C'est vraiment important. Hmm. Toutes ces transitions.
transitions, et dans la guérison du système nerveux, on en parle beaucoup, des transitions, parce que Mm. chaque transition amène une turbulence dans le système nerveux, aussi minime soit-elle. Tu vois, là, on va terminer le podcast, je vais descendre, je vais changer de pièce, turbulence dans mon système nerveux, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive et je me réoriente, je me mets pas tout de suite sur mon téléphone portable, je m'oriente, ah, je suis dans ma cuisine, yes, ok. Je me connecte à mon environnement, le fameux. C'est clair. Mm. Qu'est-ce que tu vois pour la suite de Harry's et c'est quoi tes projets pour Yes, la c'est suite? intéressant ça. Alors mes projets, c'est de garder vraiment une petite équipe parce que j'ai pas envie de faire de ressources humaines et tout ça dans le travail que je fais. Je veux vraiment garder mon focus sur la relation avec les personnes qui viennent faire le programme. Donc une équipe petite, ce sera peut-être 3 4 personnes, mais ce sera pas plus que ça. Euh, et puis donc ça, et puis moi ce que j'aimerais, c'est peut-être tout mettre. Voilà, bon, je sais pas encore bien, mais créer, comme tu sais, je te disais, on doit retourner à l'école du système nerveux. Ça serait, je crois, de créer ça, une école de système nerveux. Je sais pas si ça sera en ligne, s'il y aura encore aussi des choses en présentiel et tout ça. C'est un projet à long terme, hein, tu vois, à peut-être 5 10 ans, j'en sais rien, mais qui est comme un lieu de référence où on puisse parler, voilà, du trauma, du système nerveux, de l'impact sur la santé globale, qu'il y ait des médecins qui soient impliqués aussi. Enfin, que ça commence vraiment à être, ouais, à être reconnu, parce que la prochaine étape de ça, là, tu sais, c'est encore, nous, on est dans un microcosme, on se rend pas compte, mais je pense, tu vois, on est sur notre C'est Instagram clair. sphère, on pense que tout le monde s'intéresse à ça. Je t'emmène vers la fin de cet épisode. J'ai quelques questions que je pose à tous mes invités. La première question que j'aimerais te poser, est-ce que tu as eu une expérience marquante cette dernière année? Quelque chose qui t'a... Cette dernière année-là, Ouais, cette dernière année, ces derniers 1 an, quelque chose qui t'a marqué, qui a changé ta façon de voir le monde. c'est intéressant, ça. Hmm. Non, écoute, je vais te donner une expérience d'il y a 2 ans, qui est pas une expérience Ça très marche fun, aussi. mais qui a été le pivot. Qui a été le pivot. Quand j'ai commencé, c'était un peu plus, non, 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. Quand j'ai décidé de pivoter vers l'anxiété, justement, pour revenir vers ce drame de la niche, ce qui m'a aidé, c'est un drame, c'est que j'ai fait une fausse couche, assez Hmm. tardive, au bout de 3 mois et tout ça, bref. Donc tout le deuil, nanana. Mais ce que ça m'a donné, c'est que j'ai vécu quelques semaines sans peur. Je ne sais pas t'expliquer Hmm. pourquoi, je n'expliquerai jamais. Mais en tout cas, ce deuil-là, ça m'a donné ça. J'avais plus de peur. Plus de sensation de peur, plus de Hmm. peur dans mon corps, tu vois. Quand tu vas dans l'entrepreneuriat sans peur, c'est magique ce qui se passe. Hmm. C'est magique ce qui se passe. Et donc je sais, maintenant je sais pourquoi il est arrivé ça. Je crois que je devais accoucher d'un autre bébé qui était mon business, tu Hmm. vois, mon activité à ce moment-là. Hmm. Et ouais, ça a été un tournant juste, tu vois, incroyable. Donc quand on dit Hmm. il y a du bon dans le pire, etc. Bon, c'était ça, tu vois. Mm. Hmm. Et ça Ok. a changé ma perception de plein de choses, et je me reconnecte souvent à ce moment-là, et pas dans quelque chose de deuil, voilà, mais à ces sensations de Hmm. grande ouverture parce qu'il n'y avait pas de peur. Ok, super, merci de nous partager ça. Mm, mm. Est-ce que tu as un invité à me recommander ou une invitée à me recommander pour ce podcast? C'est une super bonne question, ça, j'adore. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. En français, Euh, idéalement. oui, oui, en français, absolument en français. Euh, alors, si t'es intéressé par tout ce qui est énergétique, Kundalini Yoga, qui travaille pas mal avec la respiration aussi, t'as Anaïs Lebrec qui est très bien, qui est une très chère amie que j'aime beaucoup. Ok. Euh, Si t'es intéressé par tout ce qui est IFS, tout le travail avec les parts de soi, qui pour moi est Hmm. absolument passionnant, absolument passionnant. Il y a plusieurs personnes auxquelles je pense. Je suis en train de me dire qui viendrait plus sur le podcast. Lisa Dorinet. Elle est Ok, très bien, elle s'est formée avec super. moi. Elle est super bien, et elle pose un cadre qui est très sécurisant. Vraiment, vraiment très sécurisant. Euh, Ouais, il y a ça qui me vient. Et en Cool. somatic experiencing, il y a une femme qui est incroyable, qui a des grandes connaissances et tout, qui s'appelle Eliane Lewandowski, qui m'accompagne en supervision. C'est la seule plus ou moins française que je connais, tu vois, parce que moi j'ai fait la formation en Italie.
Mais je sais qu'il reste un peu caché, tu sais, c'est les thérapeutes qui Hmm. restent un peu cachés comme ça. Ok, ok, c'est super, merci pour Malheureusement, ces ils ont noms. besoin de sortir de leur grotte et de venir un C'est peu en ça, ligne. exactement, C'est des personnes qui ont exactement. des curriculum vitae, tu sais, Ouais, ouais, souvent. incroyables, tu vois. Elle est formée en armes, en maths, enfin, truc, elle a tout fait, quoi. Incroyable. Hmm. Crânio-sacré, naturo, tout, tout, tout. Elle vit en Allemagne, donc elle a une sensibilité vraiment particulière. Mm. Ok, super. Bah écoute, je note tous ces Si noms, tu veux le contact, je te donnerai les contacts. carrément, carrément, avec plaisir. Yes. Est-ce que t'as un livre à me conseiller? Ah, un livre exceptionnel. Yes, un livre, c'est intéressant, ça. Je vais t'en donner, faut que je t'en donne en français, par contre. Tu peux Euh, donner en anglais, hein. Pas te... je peux donner en anglais, tu sais, j'ai envie de me retourner parce que j'ai même... Non, tu sais, Les premiers qui te viennent. je sais celui que je vais te donner. Guérir grâce à la neuroplasticité de Norman Deutsch, qui est traduit en français et qui existe même en livre de Ok, poche, donc vous n'avez aucune excuse. Il est incroyable d'espoir, ce livre. Il est hyper documenté scientifiquement, c'est quand même un bon pavé, hein. Il est hyper documenté, mais il est facile à lire parce que c'est toujours basé sur des histoires de personnes, tu vois. hmm, Et c'est un livre où tout au long du livre, tu te dis, ah ouais, mais en fait, on peut tout guérir, quoi. C'est un livre super, exceptionnel. Il a fait un travail fou. super. Mm, mm, Ok, je connaissais pas. Génial. mm. Et dernière question qui n'en est pas une, qu'est-ce qu'on fait si on veut travailler avec Camille, on veut rejoindre Arise? On te suit sur Insta, j'imagine? Yes, Ou yes, est-ce que je oui, redirige tout le monde? vous pouvez me suivre sur Instagram, il y a mon site internet camillethomas.com, mais ouais, ouais, ça se passe là, absolument, absolument. Super, je mettrai tous les liens en description, aux commentaires du podcast. Et mets Est-ce qu'il y surtout a... le lien vers le livre parce que vraiment, il est incroyable. Ça marche, ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé durant cet épisode que tu aurais voulu à tout prix pas aborder? Ou on a fait le Écoute, je tour? pense qu'on a été pas mal à 360 degrés, c'est pas mal. Euh, Ouais, tu sais, je crois, il y a la citation qui me vient là, c'est Einstein, ou je crois que c'est attribué à Einstein, mais je sais plus qui a dit ça. Tu sais que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, Hmm, je crois que ce serait ça, peut-être le mot de ce la sera le fin, mot de parce la que fin. ouais, parce que c'est toujours ce à quoi ça m'a invité. Tu sais, quand je me te disais que je tombais malade, puis ça m'a toujours invité à faire des gros switches à chaque fois. On a besoin, ça n'a pas besoin d'être des gros switches, mais au moins des petits switches. Et je crois que tout ce vers quoi on arrive et tout ce qu'on crée, c'est aussi le résultat de toutes ces petites actions qu'on fait, de tous ces petits choix qu'on fait. Donc, et parfois on a besoin de changer ça. Donc, Hmm, n'ayez pas peur de commencer à faire les choses différemment. Cette zone de confort dont on parle, en fait, elle est super inconfortable. Donc, c'est clair. yes. Super. Bah écoute, je te remercie Camille. Merci Franchement, c'était un infiniment. super épisode. Merci à toi. Merci pour toute la valeur que tu as partagée aujourd'hui. Et puis on se dit à très bientôt. Yes. Merci.